Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présent pour écouter Nicolas Colin pour cette séance de questions publiques donc, qui associe le Conseil de développement de Nantes Métropole, la revue Place Publique et le CCO. Et donc ce soir, on va parler du numérique, de la disruption, comme on dit, avec Nicolas Colin, qui est, je ne sais pas si on peut le dire, un des papes du numérique. Est-ce qu'on dit ça comme ça ou pas? Vous nous le direz. Mais Nicolas Colin, qui connaît Nantes, puisqu'il a fait une partie du lycée et les classes prépa à Clémenceau. Ensuite, vous avez filé à la pointe de Bretagne, à Subtélécom à Brest. Et puis ensuite, un parcours de très bon élève avec Sciences Po, puis l'ENA dans la promo Simone Veil. Vous avez gagné l'inspection des finances, donc on peut en déduire que vous étiez un très bon élève à l'ENA aussi. Et puis, vous avez fait avec votre comparse Henri Verdier, qui est devenu ambassadeur de France au numérique, je crois, il y a quelques semaines. Vous avez rédigé un essai qui s'appelle L'âge de la multitude, qui est paru au début des années en 2012, et qui nous annonçait un peu tout ce qui se passe, les plateformes, les données, etc. Et vous avez ensuite, alors vous avez un an après, vous avez quitté la fonction publique et pour fonder The Family. Alors expliquez-nous ce que c'est, parce que j'ai lu les articles que j'ai pu consulter, que vous détestiez que l'on dise que The Family, c'est un incubateur de start-up. Expliquez-nous, vous préférez parler d'accompagnateur, selon ce que j'ai lu? Oui, en fait, on préfère parler de famille en général. Donc, The Family, c'est une famille pour les entrepreneurs, c'est-à-dire un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité, libres de prendre tous les risques qu'il est nécessaire de prendre pour faire réussir leur entreprise et où on leur pardonne leurs échecs et on les aide à se relever si nécessaire. Donc ça, bon, c'est un peu abstrait, mais en gros, The Family, c'est une société d'investissement qui prend des participations dans des entreprises, qui les appuie opérationnellement sur certains points, qui les aide dans leur développement, notamment en Europe maintenant, et qui déploie plus de capital à mesure qu'elles se développent. Vous avez, ai-je lu, ces 150 sociétés accompagnées? Oui, en tout, donc The Family, ça a maintenant plus de 5 ans. Plus de 500 entreprises sont passées par notre portefeuille depuis 5 ans. Mais après, les startups ont des durées de vie parfois très courtes. À cette date, il y en a un peu plus de 200 qui sont encore actives et à peu près 150 qui ont une croissance significative, donc qui sont actives et en développement. D'accord. Alors, quand on va sur le site de The Family, de la famille, vous la présentez, et vous avez, entre autres, vous dites un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en particulier, par exemple, vous dites au début, c'est un chapitre qui s'appelle Toxique, et vous dites qu'on a surtout, pas que, mais on a le droit de se tromper puis de recommencer. Et vous tapez un peu sur ce modèle européen ou ce modèle français, par exemple, qui veut que l'on débatte à tout bout de champ. Alors c'est un peu ce qui nous réunit ce soir, que l'on discute beaucoup, qu'on passe du temps à table aussi, vous dites. On passe trop de temps à table. Et vous dites, au contraire, dans le numérique, dans ce monde des startups, on a le droit de se tromper, on a le droit de se relever, de recommencer, etc. Oui, donc le site internet de Family, c'est un site un peu déconcertant au premier abord parce que ça explique pas vraiment ce qu'on fait. Par contre, ça propose un cours très fourni de 12 leçons sur l'entrepreneuriat en Europe, avec des vidéos, une version texte, des articles pour aller plus loin, un quiz pour vérifier que vous avez bien tout assimilé. Et l'une des leçons est sur la toxicité. Et la toxicité, c'est une partie fondamentale de notre thèse d'investissement. C'est-à-dire c'est en réaction à ce qu'on considérait comme un environnement toxique pour les entrepreneurs en France qu'on a créé The Family. Qu'est-ce qu'un environnement toxique? C'est un environnement où des startups qui rentrent en bonne santé finissent par disparaître parce qu'elles ont rencontré trop d'obstacles et on leur a trop mis des bâtons dans les roues. Et ça tient. Il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs financiers, il y a des facteurs juridiques, politiques, des facteurs de toutes sortes, voilà, qui font que
il y a quelques années, ça allait vraiment pas très bien pour les startups en Europe. Et ceux qui étaient les plus ambitieux et qui détectaient cette toxicité en faisant leur premier pas, ils s'empressaient de partir pour aller créer leur startup ailleurs et bénéficier d'un environnement plus sain. Donc, alors, une bonne partie du travail qu'on a fait depuis lors, c'est détoxifier l'environnement pour en faire ce qu'on appelle un écosystème dans le jargon des startups, c'est-à-dire un environnement porteur où les entrepreneurs trouvent le soutien, les ressources dont ils ont besoin pour grandir. Après, on pourrait rentrer dans le détail de qu'est-ce qui fait un écosystème qui marche, mais donc moi j'ai un modèle où j'ai 5 institutions voilà, qui font un écosystème qui marche. Alors je pourrais vous détailler la liste des 5 institutions, mais la première, qui est évidemment la plus importante, parce que c'est ce qui doit venir en premier, c'est qu'il faut valoriser l'entrepreneuriat. Il faut que les gens aient envie d'être entrepreneurs, que ce soit bien considéré d'être entrepreneur. C'est un peu le slogan de la famille, c'est chacun peut être entrepreneur. Oui, voilà. En tout cas, il n'y a pas de prérequis pour être entrepreneur. Il n'y a pas besoin d'un diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir une famille riche, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience dans le secteur dans lequel qu'on cherche à transformer. Être entrepreneur, enfin, tout ce qui peut s'apprendre, s'apprend très vite et très facilement. Et ce qui ne s'apprend pas existe de façon très aléatoire dans plein de personnes qui ont des profils très, très différents. Et c'est tous ces profils que vous essayez de réunir pour justement faire grandir, accompagner ces sociétés? Oui, bah oui. Comme on part de ce présupposé que comme l'environnement est toxique, il n'y a pas d'écosystème qui marche, donc les entrepreneurs n'ont pas encore tendance à se rassembler tous au même endroit. Et comme ils peuvent être partout, bah, il faut lancer des filets. Et pour nous, lancer des filets, ça veut dire prendre la parole, écrire, mettre en ligne des vidéos pour que les gens aient une chance de nous découvrir et en les découvrant, qu'ils aient une chance de se dire tiens, je me sens en résonance avec ces gens-là, et ensuite qu'ils nous approchent et qu'on rentre en relation et qu'on commence à discuter. Mais alors comment, vous dites chacun peut être entrepreneur, mais comment l'esprit d'entreprise gagne-t-il les gens qui ne sont pas forcément formés ou dont ou culturellement ne vont pas être équipés parce que pas fils ou proches de chefs d'entreprise? Comment ça se passe? Alors, il y a plein de facteurs qui expliquent que l'esprit d'entreprise monte dans la société. Le premier facteur, c'est que l'un des facteurs, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont réussi maintenant, c'est-à-dire qui ont fait tout le chemin depuis la première start-up qu'ils ont créée dans leur garage jusqu'à se retrouver à la tête d'empires industriels qui dominent l'économie globale. Et donc, c'est ce que les Américains appellent des role models, c'est-à-dire des gens vers lesquels on se tourne pour trouver de l'inspiration. Alors, vous en rappelez sûrement, donc Steve Jobs est décédé en 2011, c'est-à-dire il y a 7 ans, presque 8. Quand il est mort, il y a eu cette espèce de vague d'émotion mondiale où les gens étaient déposés des bouquets de fleurs devant les Apple Store, etc. Donc, à bien des égards, c'était un peu ridicule, mais à d'autres égards, ça montrait que la démarche radicale de Steve Jobs, qui s'acharnant à créer, à commercialiser les premiers ordinateurs personnels dans les années 70, a fini par se retrouver à la tête de la plus grosse entreprise du monde en termes de valorisation boursière. Et au passage, il a transformé en profondeur 5 ou 6 marchés différents, dont celui de la musique et quelques autres. Et donc, ça touche les gens. En fait, les gens éprouvent une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un comme ça et reconnaissent qu'il y a une forme de réussite sociale dans le fait d'avoir fait grandir une entreprise comme ça. Donc ça, c'est le premier facteur. Un deuxième facteur qui est très important, je crois, c'est que les gens sont de moins en moins heureux dans leur vie, dans le monde professionnel traditionnel. Alors, ils sont de moins en moins heureux pour des raisons objectives. C'est que c'est plus dur. On demande aux gens de travailler plus dur pour gagner sans être forcément augmenté tous les ans. On est dans des entreprises qui souffrent, qui peinent à joindre les deux bouts, donc on serre les boulons en permanence, ce qui fait que la rigidité augmente, voilà, l'anxiété monte, etc. Par ailleurs, les gens, ils se disent, il fut un temps où beaucoup de travailleurs enduraient ça pendant très longtemps, en se disant qu'à la clé, il y avait un bon pouvoir d'achat, une pension de retraite qui les attendait à partir de 60 ou 65 ans. Aujourd'hui, c'est plus ce que disent... Alors nous, on a la chance de fréquenter beaucoup de gens plus jeunes. Les gens plus jeunes, ils comptent plus sur rien du tout, en fait. Ils voient les grandes tours de bureaux et ils se disent jamais je mettrai les pieds là-dedans. Ça a l'air très, très ennuyeux.
Et puis ils regardent l'avenir et ils se disent je compte absolument plus sur personne. C'est-à-dire les prix de l'immobilier ont tellement augmenté que je ne peux plus m'acheter d'appartement ou de maison. Le système de retraite a l'air complètement insolvable. Donc dans 40 ans, quand moi-même je partirai à la retraite, il n'y aura plus rien pour moi. Donc perdu pour perdu, je me lance et je vais créer mon propre truc. Et donc ça, c'est un autre facteur. C'est que maintenant, il n'y a plus d'alternative plus séduisante que de créer sa propre entreprise pour un certain nombre de gens. Et un troisième facteur, c'est que c'est devenu très facile d'être entrepreneur. C'est-à-dire, il fut un temps où être entrepreneur, il fallait aller à la banque, faire un business plan, immobiliser des actifs tangibles, ou lancer une chaîne de production, etc. Donc ça, c'était l'économie du siècle dernier. Mais aujourd'hui, être entrepreneur, ça se fait avec quelques milliers d'euros. C'est-à-dire, vous avez un peu de temps devant vous, vous savez coder un peu, vous allez créer un premier site internet pour vérifier si le problème que vous cherchez à régler est partagé par d'autres et si ça pourrait intéresser des gens d'acheter le produit que vous n'avez même pas encore fabriqué, en fait. Et donc, vous êtes tout de suite dans le bain, tout de suite en prise avec le marché, tout de suite, vous collectez tout de suite des données pour savoir s'il y a bien une opportunité de créer une entreprise là-dessus. Et c'est sur cette base-là que vous allez lever un tout petit peu d'argent pour ensuite créer. Donc, voilà. Donc, en gros, vous avez des modèles qui vous inspirent, vous avez un monde du travail traditionnel qui vous attire plus du tout, et vous avez toutes ces ressources qui sont à votre disposition pour créer des entreprises. Et c'est ça qui explique que de plus en plus de gens se lancent. Mais alors, la belle histoire de Steve Jobs ou de l'entrepreneur qui va réussir, est-ce que c'est pas l'arbre qui va cacher ceux qui réussissent pas aussi, qui vont se planter et peut-être pas se relever? Pour le coup, alors, comment fait-on pour donner la deuxième ou la troisième chance? Alors, mais c'est sûr, de toute façon, même si vous étudiez l'histoire de Steve Jobs, vous verrez qu'il a échoué à plein de reprises et il s'est toujours relevé avec rage et en passant sa rage sur les autres, surtout, parce que c'était un personnage absolument détestable. Comme dans une entreprise normale, alors. Oui, comme dans une entreprise normale. Mais en gros... bon, évidemment, c'est difficile. Là, je mentionne Steve Jobs parce que je dis Steve Jobs a démocratisé l'idée de l'entrepreneur, en fait, parce que tout le monde le connaît et tout le monde utilise ses produits d'une manière ou d'une autre. Après, c'est comme de dire les jeunes, les enfants adorent jouer au football parce que Zidane et Mbappé, en fait. La plupart d'entre eux n'arriveront pas à s'élever à ce niveau de maîtrise absolue du football. Mais ça n'empêche que ça inspire les gens, ça leur donne envie de jouer au football, ça leur permet de s'identifier. Et ça tire tout un monde, tout un univers, celui du football amateur, et qui rassemble des millions de personnes, littéralement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on ne peut pas jouer au plus haut niveau possible que ça ne mérite pas de rejoindre cet univers-là. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous, avec The Family, la famille, vous faites pour sélectionner les entrepreneurs que vous accompagnez? Comment ça se passe? Eh ben, alors, ça se passe en 3 temps. Le premier temps, c'est que d'abord, on cherche à se faire connaître en partageant notre vision des choses de plein de manières différentes. Donc, on le reformule sous tous les angles, dans tous les domaines, etc., pour avoir une chance de toucher les gens, qu'ils entendent parler de nous en regardant une vidéo ou en lisant un article, en venant participer à un événement comme celui-là. Et ce qu'on cherche, c'est... On a cette valeur de radicalité, c'est-à-dire on essaie de défendre des idées fortes et clivantes. En fait, on cherche, dans tout ce qu'on dit, à séparer le monde en deux. Il y a ceux qui vont être vraiment d'accord avec nous, et puis il y a ceux qui vont être farouchement en désaccord avec nous. Et ce qu'on cherche en clivant comme ça, c'est à créer de la résonance. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous créez de la résonance, il y a des gens qui vont vraiment se sentir concernés. Ils vont se dire, ça me touche, ça me parle, j'aimerais en savoir plus. Et donc ces gens-là, ils vont nous approcher. Et c'est la première étape de la sélection. C'est qu'on envoie une bouteille à la mer. Quand les gens ouvrent la bouteille, ils découvrent un message radical et clivant, et donc soit ils referment ça très vite et ils ne veulent plus en entendre parler, soit ils veulent absolument nous rencontrer. Et ceux qui veulent nous rencontrer, c'est le vivier des entrepreneurs potentiels. Ensuite, on discute avec eux, et donc on a un processus, on a une équipe de 3 personnes dont la mission, c'est de faire de gérer la première interaction, d'en apprendre un peu plus sur ce qu'ils veulent faire, de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et ensuite, si leur a priori est bon, ils envoient ça vers l'un des seniors de l'équipe. Et parmi les seniors de l'équipe, dont je suis, il y en a certains, pas moi,
qui ont cette faculté extraordinaire de parler avec quelqu'un 20 minutes et de détecter s'ils ont l'intensité, l'ambition et l'énergie qu'il faut pour devenir entrepreneur. Et voilà, donc c'est purement le grand oral animal, de The Family, voilà, un peu. Non, comment ? C'est le grand oral de The Family. C'est le grand oral de The Family. Et c'est pas moi qui le fais passer, parce que moi, je suis pas capable de détecter ça. En fait. Moi, je suis trop, je sais pas, rationnel. Philippe Oui, moi, je voudrais qu'on revienne sur votre livre. Et je sais que Bassem va accompagner mes questions, mais vous êtes gonflé quand même. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à ce livre. Alors, vous êtes gonflé, pourquoi ? Il y a deux sujets qui me paraissent assez intéressant et à développer particulièrement ce soir. Vous l'avez écrit en anglais et vous dites très bien, je l'ai écrit en anglais parce que les problèmes commencent à venir aux États-Unis. C'est-à-dire, en gros, je vais donner des conseils à Mark Zuckerberg, à Jeff Bezos, parce qu'ils n'ont pas été confrontés aux problèmes qu'on connaît, nous, en Europe, qui sont ceux de la protection sociale, globalement. En gros, ils déstabilisent une société. Ça a des conséquences et ils sont surpris que ça ait des conséquences et que voilà. Alors donc, ça serait intéressant que vous développiez ça peut-être. Puis le deuxième élément pour lequel je dis vous êtes gonflé, en gros, vous dites le numérique effectivement déstabilise beaucoup de choses dans une société. Vous l'avez déjà un peu évoqué dans votre propos liminaire, et donc en particulier déstabilise le pacte social qui a été construit sur les 30 Glorieuses. Alors, quand vous regardez le public qu'il y a dans la salle, la proportion de start-upers est relativement faible. Mais il y en a quelques-uns quand même. Mais il y en a sans doute quelques-uns, et par contre, il y en a beaucoup qui ont bénéficié et qui bénéficient de ce pacte social. Donc, ça serait intéressant que vous disiez votre projet de pacte social nouveau à partir de cette disruption dans la société. Oui, volontiers. Alors, pour la première question, donc c'est un livre que j'ai écrit en anglais. Alors, d'abord, en aparté, il y a 3 ans, mes associés et moi, on a décidé que The Family devait se développer au-delà de la France et devenir ce qu'on appelle pan-européen. Alors, pan-européen, c'est un terme un peu grandiloquent pour dire qu'on opère en Europe comme si l'Europe était un seul marché. Donc on a 3 bureaux. On a un bureau à Londres, un bureau à Paris, un bureau à Berlin, mais ce n'est pas 3 bureaux locaux qui s'occupent d'entrepreneurs locaux. C'est 3 bureaux qui, ensemble, forment une infrastructure qui est à disposition de tous nos entrepreneurs. Parce qu'on considère qu'on a attendu trop longtemps que les entrepreneurs européens réalisent que l'Europe est pour eux un marché potentiel. En fait, les entrepreneurs européens, ils sont très souvent enfermés dans leur pays d'origine et ils voient le monde extérieur comme, en gros, il y a les États-Unis où ils aimeraient bien aller, il y a la Chine qui est l'espèce l'autre puissance pour l'autre extrémité. Où ils ne pensent pas du tout à aller. Et puis, il y a le reste du monde qui ne les intéresse pas. Et dans le reste du monde, il y a tous les autres pays européens. Donc nous, on a décidé qu'il fallait casser ça, parce que si on veut avoir une chance que certains entrepreneurs européens fassent grandir des grandes entreprises globales, il faut qu'ils puissent s'amorcer sur un marché aussi large. Et ce marché aussi large, c'est l'Europe dans son ensemble. Et donc, il y a tout un travail à faire, d'abattre les frontières, de casser les barrières culturelles, linguistiques, etc., qui empêchent les gens, quand ils démarrent en France, de s'intéresser à l'Allemagne, quand ils démarrent au Royaume-Uni, de s'intéresser à la Scandinavie, etc. Donc, pour cette raison, parce qu'on s'adresse à l'Europe, on fait de plus en plus de choses en anglais. Et donc, maintenant, l'essentiel des choses que j'écris sont en anglais. Donc après, ce livre en particulier, c'est l'un de mes associés qui s'appelle Oussama Hamar qui a dit un jour, il a dit bon, bah, maintenant que tu t'es bien échauffé à écrire en anglais, il faudrait aller plus loin que des articles, il faudrait écrire un livre. Et j'ai une idée parfaite pour le livre que tu pourrais écrire en anglais. C'est un livre sur la protection sociale ciblé sur un public américain. Et c'était une bonne intuition de sa part, parce que ça, c'était en 2016, c'est-à-dire l'année du Brexit, l'année de l'élection de Trump, où en gros, il disait, parce que ça commence à les démanger, ils commencent à comprendre qu'il y a un sujet qu'ils n'ont pas couvert, qu'il y a des tensions qui sont liées à la transition en cours, qui font monter les inégalités, qui empêchent le pouvoir d'achat d'augmenter, qui font que les gens, même s'ils ont un emploi, parce que vous savez que le taux de chômage aux États-Unis est très bas, les gens ont un emploi, mais ils ne se sentent pas du tout en sécurité. Ils n'ont pas vraiment de quoi voir venir. Et
Et ce qui était une bonne intuition de la part de mon associé, c'était de voir que cette anxiété latente qui monte dans la société américaine allait finir par se retourner contre les entreprises numériques. Alors pour ça, il fallait qu'Obama s'en aille et soit remplacé par Trump. C'est-à-dire Obama, c'était un rempart très, très solide pour les entreprises numériques. Ça les protégeait de la vindicte populaire parce que Obama était là pour dire je me porte garant pour eux, c'est des gens très bien, ils font grandir des belles entreprises, on travaille ensemble sur différents chantiers, etc. Mais une fois qu'Obama est parti et qu'en plus les gens ont réalisé que les entreprises numériques avaient joué un rôle dans la victoire de Trump, alors en fait c'est toute la société américaine qui s'est retournée contre ces entreprises. Et donc là, on a réalisé, bah oui, c'était vraiment une très bonne idée d'écrire ce livre, parce que maintenant, ils ont les mêmes problèmes que nous, on a toujours eu en Europe, c'est-à-dire le fait que la société est très défiante vis-à-vis des entrepreneurs et des entreprises numériques. Et comme nous, The Family, on a développé tout un savoir-faire dans la gestion de cette défiance, on sait absorber les chocs, retourner les arguments, changer de conversation, et démontrer à des gens qui ne sont pas dans le monde des startups que les startups contribuent à régler des problèmes plutôt que d'en créer des nouveaux. On s'est dit, pourquoi pas partager ce savoir-faire avec les Américains. Pour la première fois dans l'histoire de l'économie numérique, nous, les Européens, on a peut-être quelque chose à leur apprendre. Alors évidemment, donc j'ai été aux États-Unis depuis, et les gens m'ont expliqué là-bas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le présenter ici, s'il vous plaît, sinon vous allez les braquer, parce que les Américains n'imaginent pas que l'Europe a quoi que ce soit à leur apprendre. Donc quand je vais aux États-Unis, je me prosterne devant eux, je leur dis, oh, vous, nos seigneurs et maîtres, vous êtes déjà passé par là au siècle dernier, la Grande Dépression, vous avez fait le New Deal, c'est-à-dire vous avez construit un nouveau contrat social avant nous, les Européens, parce que nous, les Européens, on a eu besoin de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre tout le monde d'accord. Eux, ils n'ont pas eu besoin d'en passer par là. Voilà, donc j'ai d'autres arguments là-bas, mais fondamentalement, c'est ça l'idée, c'est de dire, nous, l'Europe, on a payé au prix de millions de morts pour savoir que quand l'économie se transforme et inflige de la souffrance au plus grand nombre, ça peut très, 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 très mal tourner. Donc, et la raison pour laquelle ça a mal tourné en Europe et ça a bien tourné aux États-Unis, c'est que les Américains ont mis en place un nouveau système de protection sociale très vite après la Grande Dépression. Alors qu'en Europe, on a résisté, jusqu'à ce que tout s'écroule et que tout le monde meure. Et ensuite, les gens ont dit, maintenant on a compris, on va peut-être inventer ce nouveau contrat social. Donc oui, alors après, sur le contrat social lui-même, moi, je pense qu'il y a une chose qui est très éclairante quand on cherche à comprendre l'avenir, c'est de retourner dans le passé et d'étudier ce qui s'est passé la dernière fois. Non pas en postulant que l'histoire se répète en permanence, mais pour détecter un certain nombre de récurrences, de motifs qui se ressemblent. Et moi, ce que je trouve, et c'est un argument qui résonne tellement bien chaque fois que je l'utilise que maintenant j'en ai fait le corps de mon argument, c'est de dire, voilà, c'est pas la première fois qu'on passe par là. Quand le Fordisme s'est développé, au début, ça faisait... c'était terrible pour tout le monde. C'est-à-dire les travailleurs souffraient dans les usines, ils étaient maltraités, mal payés, ils travaillaient 6 jours sur 7. Quand ils se broyaient la main dans une machine, on les virait sans ménagement et sans aucune indemnité. Les syndicats étaient sévèrement réprimés. Et un jour, on a décidé d'en finir avec toutes ces mauvaises pratiques. On s'est mis à mieux payer les ouvriers, on les a laissés se syndiquer et négocier collectivement. On a mis en place pour eux une protection sociale digne de ce nom. On a mis en place une assurance contre les accidents du travail. Et tout d'un coup, ces emplois dont personne ne voulait, à tel point qu'ils n'étaient occupés que par des immigrés, sont devenus des emplois attractifs dont aujourd'hui on a tous la nostalgie. On se rappelle, les 30 Glorieux, c'était formidable, etc. Mais pourquoi c'était formidable? Parce que plein de gens se sont battus pendant des décennies pour mettre en place ces institutions qui, de mauvais emplois, ont fait des bons emplois. Et donc, aujourd'hui, quand on dit, regardez, l'économie numérique, c'est terrible, ça détruit les bons emplois d'hier, ça crée plein de mauvais emplois épouvantables où on est mal payé, maltraité, etc. Et d'ailleurs, il n'y a que les immigrés qui les occupent. Moi, je détecte une récurrence. En fait, je dis, il se passe exactement la même chose. On vit un changement de paradigme. Et donc, comme la dernière fois, on s'en sortira si on réalise que à chaque nouvel âge vient avec des nouveaux risques et que ces nouveaux risques appellent des nouvelles protections. Et quand on aura mis en place ces nouvelles protections, ces emplois dont personne ne veut aujourd'hui deviendront enfin attrayants et toute l'économie s'en portera mieux.
Avant d'en arriver à ce nouveau compromis qui va permettre que ce nouvel âge soit un peu plus agréable que l'âge actuel, dans le livre, tu évoques à un moment ce que tu appelles, alors je fais la traduction, tu me diras si c'est à peu près correct, le nouvel âge sombre dans lequel on vit actuellement, enfin depuis quelques années, au moins depuis 2008, peut-être même depuis un peu avant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les caractéristiques de ce nouvel âge sombre et donc des leviers qu'on peut avoir justement en fonction de ces caractéristiques pour pouvoir en sortir? Alors oui, âge sombre, c'est la traduction littérale de Dark Age, Dark Ages, qui est l'expression que les Américains emploient pour parler du Moyen Âge. Donc le Dark Ages, c'est juste le Moyen Âge en fait. Donc, et comme on sait, ils n'étaient pas si sombres que ça. Il y avait quand même des choses qui allaient bien. Mais bon, il y a quand même cette rupture historique dans l'histoire. Il y a eu le Moyen Âge, puis la Renaissance. Et donc j'ai décidé d'utiliser Dark Ages pour pouvoir dire, bon, voilà, on est à la fin du Moyen Âge et on rentre dans la Renaissance. Et ça va créer plein d'opportunités et tout va aller mieux. Alors, le Moyen Âge, donc c'est dû à une discussion méthodologique que j'ai eue avec une amie, une économiste et une grande inspiratrice de mon travail qui s'appelle Carlota Pérez. Donc je la connais parce que j'ai écrit beaucoup de choses en référence à ses travaux et du coup un ami commun nous a introduits l'un à l'autre en 2016 au moment où je me mettais à écrire ce livre. Et donc Carlota Pérez, elle a ce modèle très simple et très inspirant où elle dit, voilà, depuis la révolution industrielle, on est passé par 5 révolutions technologiques successives. Et chacune de ces révolutions a déclenché un changement de paradigme. Donc il y a eu la révolution industrielle elle-même, c'est-à-dire qui a fait grandir, qui a fait naître l'industrie textile. Ensuite, il y a eu la révolution ferroviaire. Ensuite, il y a eu la révolution de la sidérurgie, qui a donné lieu à la Germinal, les maîtres de forge et tout ça. Ensuite, il y a eu la révolution fordiste, donc l'automobile et la production de masse. Et maintenant, on est en train de vivre les conséquences de la révolution numérique, c'est-à-dire l'émergence de l'informatique et des réseaux et tout ce que ça change dans l'économie. Et ce qu'elle dit, c'est que... et donc, elle détecte les récurrences, notamment la récurrence des crises financières, en fait, qui révèlent les révolutions technologiques. Et donc moi, du coup, on était rentré dans un débat un peu de fond et je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas 6 révolutions au lieu de 5 ? Et moi, j'avais une théorie un peu farfelue, enfin qu'elle a qualifiée de farfelue et qu'elle m'a interdit d'utiliser, donc du coup, qui était que, en fait, on était passé par une autre révolution qui avait commencé dans les années 60 et qui a pris fin en 2008, et qui est la révolution que j'appelais de la stratégie d'entreprise et de la finance globale. Alors, parce que dans les années 60, c'est l'époque où les premiers grands consultants en stratégie ont mis au point pour les entreprises des outils pour les aider à optimiser leur positionnement stratégique, améliorer leurs marges, faire plus pression sur leurs travailleurs, tout en continuant de plumer leurs clients, etc., pour faire court, sans mauvaises intentions particulières. Hein, c'était juste... Et tout ça, évidemment, a été capté ensuite par le système financier pour dire, maintenant que les entreprises arrivent à accroître leurs marges, enfin, c'est vraiment ça, la stratégie d'entreprise, c'est comment vous pouvez... comment vous pouvez garder pour vous le résultat de la baisse des coûts de production. Parce qu'avant, quand les entreprises baissaient les coûts de production, c'était pour baisser les prix. Et du coup, elles perdaient instantanément de bénéfices. Elles gagnaient des parts de marché, mais tôt ou tard, leurs concurrents baissaient les coûts aussi et baissaient les prix. Et à la fin, tout le monde se retrouvait au même niveau de part de marché, mais juste avec un coût de production plus bas, qui faisait qu'on n'y arrivait plus. Et donc c'est ce que Michael Porter, l'un des grands stratèges, des grands théoriciens de la stratégie d'entreprise, appelle les guerres d'attrition. C'est-à-dire on est tous tirés vers le bas, avec des coûts plus bas, des prix plus bas, et à la fin, tout le monde fait faillite. C'est un peu ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire des compagnies aériennes, par exemple. Donc la stratégie d'entreprise, c'est pour pouvoir baisser les coûts, mais garder pour soi le surplus que ça génère et transformer ça en dividende pour les actionnaire. Du coup, la finance, justement, a vu que c'était très intéressant et s'est servi de la stratégie d'entreprise comme d'un instrument pour capter plus de valeur et mieux rémunérer les actionnaires. Et donc tout ça a été inventé dans les années 60-70. Et donc moi, je disais à Carlota Pérez, en fait, c'est une révolution technologique comme une autre. C'est une technologie un peu abstraite qui est tous les outils de gestion des entreprises qui ont permis de consolider la marge et de donner tout le pouvoir aux actionnaires. Elle a dit pas du tout, les phases financières sont récurrentes dans
en fin de période, c'est-à-dire l'économie s'épuise, et donc comme l'économie s'épuise, qu'on n'arrive plus à générer de gains de productivité, on serre les boulons, on met de la pression sur tout le monde, etc. Voilà, mais donc il y avait cette discussion-là, et du coup je me suis dit, mais comment appeler cette période? Alors si ce n'est pas une révolution technologique, comment appeler cette période qui commence dans les années 60, qui finit avec la crise de 2008? Parce que la crise de 2008, c'est vraiment, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire pour maintenir en vie la vieille économie fordiste qui n'arrive plus à aller de l'avant. Et du coup, j'ai décidé d'appeler ça le Moyen-Âge, en fait. Voilà. Pardon pour cette longue réponse. Non, mais et donc tu dis dans le bouquin que cette période-là, elle s'appuie sur deux piliers principaux qui ont disparu. Cette période-là s'appuie sur deux piliers principaux qui sont donc la sécurité sociale d'une part et la capacité de négociation collective qui petit à petit ont disparu et donc qui nous ont mis dans une situation qui n'est pas évidente. Alors si à un moment ou à un autre on doit sortir de ces Dark Ages pour entrer dans une nouvelle Renaissance ou l'équivalent de la Renaissance, comment on fait pour reconstruire ces deux piliers ou alors pour les remplacer par autre chose? Donc la sécurité sociale d'une part et la capacité de négociation collective des salariés d'autre part. Alors en fait, il n'y a pas deux piliers, il y a trois. Alors le sujet, c'est que en anglais, il y a un terme qui désigne toutes les politiques qui, mises ensemble, servent à assurer la sécurité économique des travailleurs. Et ils appellent ça welfare state, dont on a dérivé en français le terme épouvantable de État-providence. Et donc la facilité pour écrire un livre comme celui-là, ça aurait été d'écrire un livre sur le welfare state. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un livre écrit pour les Américains. Et les Américains, dans welfare state, il y a un mot qu'ils détestent qui est state, et puis un autre mot qu'ils détestent encore plus, je crois, qui est welfare. Donc si vous commencez à leur dire j'ai un super livre pour vous, c'est un livre sur le welfare state, vous perdez leur attention instantanément. Donc il y avait ce travail sur le titre, c'est de quoi on parle. Si on ne peut pas appeler ça welfare state, comment on appelle ça? Et la version plus américaine des choses, eux, ils appellent ça le safety net, le filet de sécurité. Et le problème du filet de sécurité, tous les gens qui travaillent sur les politiques sociales en France détestent le terme de filet de sécurité parce que ça a une connotation extrêmement minimaliste. C'est en gros, on laisse les gens dans la merde, c'est seulement quand ils sont au fond du trou, qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, qu'on leur lance ce petit filet là pour les remonter un peu et ensuite ils se débrouillent. Et donc j'étais un peu réticent à utiliser safety net. Je me disais, bon, par tactique, je veux bien l'utiliser, etc. Et puis j'ai trouvé cette idée, pas spécialement, mais qui fait toute la différence. J'ai décidé d'ajouter l'adjectif great devant safety net. Donc ça s'appelle le great safety net. Pour dire, c'est le grand filet de sécurité. C'est-à-dire, c'est plus qu'un petit filet de sécurité, c'est un grand filet de sécurité. Et dedans, dans le livre, quand vous écrivez des livres, vous avez la liberté de choisir les mots. Vous utilisez un mot, puis vous le définissez, et ensuite vous pouvez vous en servir tout au long du livre. Et donc j'ai dit, voilà, le Great Safety Net, c'est trois choses. C'est un ensemble d'institutions qui remplit trois fonctions. Premièrement, ça couvre les gens contre les risques. Quand ils ont un pépin, on les aide. Deuxièmement, ça ménage aux gens de l'accès au capital. Quand ils ont besoin d'argent, ils peuvent aller à la banque et emprunter l'argent. Et troisièmement, ça leur permet de s'organiser collectivement pour mieux défendre leurs intérêts. Et ces trois choses-là ensemble, ça forme le Great Safety Net. Et les trois sont complémentaires, c'est-à-dire... et donc dans l'ancien contrat social, c'est la sécurité sociale, c'est ce qui vous couvre contre les risques. Quand vous avez un sinistre, on vous indemnise et on vous aide à accéder aux soins, etc. L'accès au capital, c'est le système bancaire a été façonné, régulé, soutenu par la puissance publique pour prêter de l'argent aux ménages quand ils ont besoin d'acheter une maison ou une voiture. Et c'était très important dans l'économie fordiste, l'un et l'autre. Et la troisième chose, c'est les syndicats, c'est-à-dire dans quelles circonstances les individus ont besoin de s'organiser ensemble pour défendre leurs intérêts. C'est au travail, quand ils travaillent dans la même entreprise ou dans la même branche professionnelle, il faut qu'ils puissent se rassembler dans des organisations qui vont devenir des interlocuteurs pour les patrons. Et on va obliger les patrons à négocier avec ces gens-là. Et ça va créer un rapport de force favorable aux travailleurs. Voilà, tout ça a parfaitement marché pendant 30 ans. Ensuite, ça a commencé à moins bien marcher pendant le Moyen-Âge, où justement la puissance de la stratégie d'entreprise et de la finance combinée ont exercé cette pression et ont vidé de sa substance ce contrat social. On a remplacé ça pendant un temps par la dette aux ménages, c'est-à-dire la crise de 2008, c'est
c'est le système financier qui a pris le relais de tout le reste du Great Safety Net. C'est-à-dire comme les assurances sociales sont devenues plus faibles, comme les syndicats sont devenus l'ombre d'eux-mêmes, du coup, on a dit on va compenser ça en prêtant plus d'argent aux gens pour qu'ils arrivent quand même à garder la tête hors de l'eau. Et puis, au bout d'un moment, tout ça s'est emballé et a fini dans une bulle qui a explosé en 2008. Et donc, ce que la crise de 2008 révèle, c'est qu'on ne peut pas garantir aux gens la sécurité économique en s'appuyant seulement sur le système financier. Le système financier, c'est un pilier très important du Great Safety Net, mais il doit nécessairement être complété par une nouvelle forme de sécurité sociale et une nouvelle forme d'organisation collective. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de réinventer ces trois piliers pour l'économie d'aujourd'hui. C'est-à-dire on n'est plus dans l'économie des 30 glorieuses dominée par l'industrie automobile avec des travailleurs qui font les 3-8 sur des chaînes d'assemblage. Dans la même usine, on est dans une économie où la production, la consommation, le travail sont radicalement différents et il faut repartir d'une compréhension intime de tout ça pour rebâtir les trois piliers, c'est-à-dire couvrir les gens contre les risques, leur ménager un accès à du capital quand ils en ont besoin et les aider à s'organiser collectivement. Et justement, par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur les différentes révolutions industrielles, moi j'ai le sentiment qu'il y a effectivement le Fordisme, comme tu l'as décrit, avec ce que ça a impliqué en termes de rôle de l'État, en termes de le mécanisme de sécurité sociale, l'État-providence, tu as évoqué le terme. J'ai le sentiment qu'ensuite tout ça s'est arrêté, notamment avec toute la capacité qu'ont eu les entreprises à délocaliser, parce que les réseaux télécoms le permettaient, parce que les transports le permettaient, et parce que aussi il y avait une valeur qui est arrivée, enfin la notion de valeur a été complètement redéfinie dans les années que tu décris, donc de fin des années 60 jusqu'aux années 2000, avec la valeur comme étant, la valeur d'une entreprise comme étant principalement liée à la valeur pour l'actionnaire. Et donc du coup, réduction des coûts, délocalisation pour réduire des coûts, etc. On n'a pas réussi dans cette phase-là à redéfinir un compromis social comme on l'avait fait au début ou au milieu du XXe siècle, le compromis social fordiste ou keynésien, appelons-le comme on veut. On s'est raté dans les années 2000, on n'a pas réussi à trouver un compromis social qui réponde à ce nouvel enjeu qui est l'enjeu de la délocalisation notamment. Maintenant, on passe à une autre dimension qui est du coup liée à la question du numérique, puisqu'on ne délocalise plus à l'étranger, là où les coûts de main-d'œuvre sont les plus faibles, mais on peut délocaliser, si les coûts le permettent, vers des logiciels ou des robots pour pouvoir faire le travail par des machines ou par des logiciels, donc par des machines numériques ou par des machines numériques liées à du matériel, donc les robots. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu penses qu'on va à nouveau se rater comme on s'est raté dans les années 90-2000 à ne pas être capable de trouver le compromis social qui permet de répondre à la question de la délocalisation? Est-ce qu'à nouveau, on va se rater en ne trouvant pas le moyen de mettre en place le compromis social qui réponde à cette nouvelle forme de délocalisation qui est celle vers le numérique? Et par conséquent, quel est le rôle aussi là-dedans quel est le rôle des entrepreneurs, puisque tu évoques l'âge entrepreneurial, qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui? Comment les entrepreneurs peuvent prendre en compte cette dimension-là et peuvent eux aussi agir ou imaginer, laisser libre cours à leur imagination, et on le sait qu'elle est assez puissante, cette imagination. Comment ils peuvent eux aussi à leur tour essayer d'imaginer avec leurs salariés ce nouveau compromis social, socio-économique qui doit nous permettre de sortir du risque dans lequel on se trouve aujourd'hui? Question complémentaire à celle de Bassem, c'est est-ce que les entrepreneurs que vous voyez ou avec lesquels vous discutez ont tous cet état d'esprit, ou est-ce qu'il y en a qui pensent aussi, comme les actionnaires, à plutôt leur portefeuille? Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de ne pas les oublier en route, mais alors il y a une dizaine de jours, j'ai écrit un article sur les gilets jaunes, mais en anglais sur Forbes, où j'ai une tribune et où j'explique en gros les gilets jaunes, ils se sont pris 5 coups de marteau sur la tête au long des dernières décennies. Enfin, c'est des gens qui souffrent parce qu'ils se sont pris ces 5 coups de marteau. Donc il y a eu la mondialisation et les délocalisations dont tu parlais. Ensuite, il y a eu la financiarisation et cette extrême pression qui a pu être exercée sur les entreprises en actionnant les leviers de la stratégie d'entreprise. Ensuite, il y a eu le retrait de l'État, enfin, de la protection sociale, c'est-à-dire au bout d'un moment, les tensions sont devenues telles sur les budgets des États qu'on a commencé à raboter les prestations, à augmenter les prélèvements. Ensuite, il y a eu la crise de 2008 elle-même, qui a quand même été un sacré coup de marteau sur la tête des gens. Et ensuite, il y a l'accélération de la transition numérique qui, effectivement, fait disparaître tous ces emplois qui étaient des bons emplois
mais qui étaient des bons emplois parce que c'était les emplois réorganisés, façonnés par l'organisation scientifique du travail. Et l'organisation scientifique du travail, c'est le taylorisme, c'est-à-dire c'est la façon dont on travaillait dans les grandes entreprises fordistes. Et ça avait une vertu extraordinaire, c'est que ça générait des gains de productivité extraordinaires. Et donc ces gains de productivité se traduisaient par un surplus, et ce surplus pouvait être réinvesti en partie dans l'amélioration des conditions de travail des salariés. C'est pour ça que les meilleurs emplois étaient dans ces entreprises. Si une activité se prêtait à l'organisation scientifique du travail, alors elle pouvait devenir productive et donc aboutir à des bien meilleures conditions de travail pour ceux qui travaillaient dans ce secteur-là. Le problème de l'organisation scientifique du travail, c'est que ça peut porter un autre nom, c'est de la pré-automatisation. C'est-à-dire vous divisez le travail, vous normalisez les gestes et les procédures, vous documentez tout ça dans des manuels de procédure, vous imposez des cadences, etc. Et donc, quand arrive l'informatique et les réseaux, en fait, tout le travail d'automatisation a quasiment été fait par les ingénieurs tayloristes. Et donc, il suffit de rajouter une petite couche de numérique pour dire, maintenant, on va se passer complètement des travailleurs. Et donc, on a ce phénomène de chassé-croisé, en fait, où les emplois que la transition numérique fait disparaître, c'est les meilleurs emplois du paradigme précédent. Et c'est pour ça que les gens ont l'impression que le travail disparaît, que c'est la fin du travail. Parce que ce n'est pas du tout la fin du travail. Je pense que vous vous en êtes tous rendus compte maintenant. Mais les bons emplois disparaissent et les seuls emplois avec lesquels on reste, qui nous restent entre les mains, c'est des mauvais emplois. C'est des emplois dans des secteurs où il n'y a pas d'organisation scientifique du travail possible, donc pas de gain de productivité, donc des plus mauvaises conditions de travail. Donc, tout ça pour dire que comment on fait pour ne pas rater le coche cette fois? Alors, j'ai retrouvé la question. Comment on fait pour ne pas rater le coche cette fois? Alors moi, j'ai l'habitude de dire, quand je fais ce type de conférence où je parle de mon livre, etc., les gens disent, bon alors, quel est le pays qui a commencé à se mettre en marche à se mettre en mouvement pour mettre en place ces institutions? Je dis il n'y en a pas, parce que en fait, ce qu'il faut pour ça, à mon avis, il faut trois choses. Il faut quatre choses. D'ailleurs, je vais affiner le propos là, parce que il faut une pression d'en bas. Il faut que la demande vienne des travailleurs eux-mêmes. Et ça, c'est le rôle historiquement qui a été joué par le mouvement ouvrier. Les ouvriers, ils n'ont pas attendu que l'État se penche sur eux et leur donne une protection sociale. Ils l'ont revendiqué pendant des décennies. Il y a plein de gens qui sont morts pour ça ou qui se sont fait matraquer sur des piquets de grève, etc. Deuxièmement, il faut de l'attention d'en haut. C'est-à-dire il faut que cette pression d'en bas, ces revendications d'en bas, trouvent un écho en haut. Des dirigeants politiques commencent à s'y intéresser. Quand ils s'y intéressent, il faut, une troisième chose, il faut des penseurs qui fournissent des modèles de compréhension, c'est-à-dire qui mettent en perspective ces revendications qui sont un peu à l'état brut et qui aident les décideurs politiques à comprendre de quoi il s'agit, pourquoi ces gens-là souffrent et comment on peut faire en sorte qu'ils souffrent moins. Et donc ça, la contribution historique à la compréhension des problèmes qu'il y avait dans l'économie fordiste, c'est Keynes. En fait, c'est pour ça que tu disais, on peut appeler ça le compromis fordiste ou le compromis keynésien, parce que Keynes, il a fait une contribution extraordinaire. Il a fourni un modèle total de compréhension du monde qui fait que tout est devenu clair pour les politiques. Les politiques ont réalisé qu'il y avait un rapport entre les mauvaises conditions de travail des ouvriers, la crise de 29, la montée du fascisme, les problèmes de demande au niveau macroéconomique, et ils ont dit, voilà, il suffit que l'État intervienne, dépense et mette en place les bonnes institutions, et ça va faire repartir la machine. Et la quatrième chose qu'il faut, c'est il faut des entreprises numériques. Parce que quand vous êtes des pouvoirs publics dans un pays donné, vous ne pouvez prendre des bonnes décisions que si vous les prenez en connaissance de cause. Et vous ne prenez des décisions en connaissance de cause que si vous avez une proximité avec ce nouveau monde de la production. En fait. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont été les premiers à mettre en place, à faire le New Deal, en fait, à mettre en place une nouvelle protection sociale. C'est parce que ils avaient la pression du mouvement ouvrier américain qui disait on n'en peut plus, c'est horrible, il faut que vous nous aidiez.
Mais ils avaient aussi la corde de rappel des entreprises elles-mêmes qui disaient, bon, OK, on a compris qu'on ne pouvait pas résister plus longtemps à la mise en place de ces nouvelles institutions, mais s'il vous plaît, concevez ces institutions de façon à peu près alignée avec nos intérêts. C'est-à-dire, faites en sorte que ça nous aide à produire mieux et plus et à rentrer dans ce cercle vertueux de plus de consommation, génère plus de production, etc. Et le problème, aujourd'hui, il n'y a aucun pays où il y a ces 4 conditions qui sont remplies. Vous regardez les États-Unis, vous commencez à avoir pas mal de pression d'en bas, des nouvelles formes de mobilisation syndicale sur les travailleurs des plateformes ou dans les travailleurs de services de proximité qui travaillent dans la restauration, par exemple, ou dans l'hôtellerie. Vous avez les grands penseurs, les meilleurs penseurs de ces sujets-là sont aux États-Unis. Vous avez une industrie numérique, enfin, vous avez des grandes entreprises numériques, les plus grandes du monde, mais par contre, vous n'avez pas les décideurs politiques qui, dans ce contexte très favorable, disent bon, bah, OK, je prends les choses en main et je vais m'atteler à la tâche de mettre en place ces nouvelles institutions. Obama avait commencé un peu à le faire, mais il est parti, il a été remplacé par un imbécile qui ne s'intéresse pas du tout à ces sujets-là. Après, on se tourne en Europe, la situation est encore pire. C'est-à-dire en Europe, il y a quand même un gros point qui nous manque, c'est qu'on n'a pas les entreprises numériques. Et donc, quand on se dit oui, nous, l'Europe, alors la répartition des tâches, c'est que les États-Unis font grandir les entreprises et nous, on va faire grandir et nous, on va les réguler, en fait. Donc, c'est ce que vous lisez dans les journaux. Mais ça ne marche pas, parce que si vous régulez des entreprises d'un autre pays, vous les régulez avec des intentions, même si vous avez les meilleures intentions du monde, vous allez toujours avoir un réflexe et une approche protectionniste. Vous allez voir cette nouvelle économie comme un phénomène étranger, hostile, qui vient de l'extérieur, etc., et qu'il faut absolument réprimer. Et vous voyez comment ce serait différent si on avait nos propres grandes entreprises numériques. On aurait une pression de l'intérieur pour dire « OK, régulez ou mettez en place des nouvelles institutions, mais s'il vous plaît, faites-le de façon intelligente et pas de façon stupide. » Et nous, on n'a pas cette corde de rappel en Europe. C'est-à-dire quand nos dirigeants politiques européens prennent en main ces sujets, la seule pression qu'ils ont des entreprises numériques, c'est des lobbyistes payés par Google qui viennent les voir en leur disant « faites pas de conneries, s'il vous plaît ». Et du coup, ils voient des lobbyistes d'une entreprise américaine et ils se disent bah, ça veut dire que… donc on va en rajouter, en fait, dans les mesures stupides. Au lieu de voir ces gens-là comme enfin, c'est vraiment nous et eux, quoi. Ils font pas partie de notre monde. Donc, voilà. Donc, je pense que le pays européen le mieux placé, c'est le Royaume-Uni. Malheureusement, le Royaume-Uni, ils avaient un dirigeant qui s'intéressait au numérique, qui était Cameron, et ils l'ont perdu avec le Brexit. Donc maintenant, ils ont des penseurs, ils ont des entreprises numériques qui grandissent malgré tout assez bien. Ils ont une grande tradition sociale et syndicale qui reste très vivace, mais ils n'ont pas les dirigeants politiques pour ça. En France, je dirais qu'on est bien loin derrière, parce que… Voilà. Du coup, tu nous dresses un tableau très sombre. Pardon, vas-y Philippe. Un tableau très sombre. Même si M. Macron est venu vous voir. Alors oui, mais il a deux faces, comme nous tous, en fait. Il a la face sombre et la face éclairée. Et la face sombre a pris le dessus quand il est devenu président, parce qu'aujourd'hui, il est entouré, qu'il est lui-même assez technocrate. Hein. Il vient de l'administration, et aujourd'hui, il est entouré de technocrates. Et donc, et le problème des technocrates, c'est qu'ils n'ont pas d'imagination. Alors moi, je me soigne en travaillant avec des entrepreneurs. Et les entrepreneurs nous tirent vers l'avant, en fait. Justement, ils nous révèlent des choses qu'on n'aurait pas vues si on ne travaillait pas avec eux. Donc, ça me permet de répondre à votre question. C'est les entrepreneurs, est-ce qu'ils s'intéressent à ces sujets-là? Je dirais que non. Les entrepreneurs, au début, ils cherchent de l'inspiration. Et qu'est-ce qu'ils trouvent comme inspiration? Ils trouvent la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, le livre de recettes de la Silicon Valley, c'est le gouvernement, ça n'a aucun intérêt, il faut en rester loin et il faut se focaliser sur votre produit, votre marché, etc. Et vos levées de fonds, etc. Et puis nous, on leur explique, voilà, gentiment, on leur dit, mais non, vous êtes en Europe ici. Donc en Europe, vous n'avez pas le luxe de vous isoler sur une côte à l'extrémité du pays, loin de tout. Vous n'avez pas non plus le luxe de lever des centaines de millions de dollars pour payer des avocats, des lobbyistes, etc., et régler tous les problèmes à votre place. Ici, en Europe, vous devez vous coltiner ces interactions fréquentes avec un gouvernement plutôt hostile qu'il va falloir éduquer, former, amener sur votre terrain, etc. Et donc, au début, ils disent non, nous, on est des entrepreneurs, on ne veut rien avoir à faire avec ces bureaucraties inefficaces, etc.
et ces politiciens véreux et opportunistes. Et donc, ils font leur truc, et puis ils se prennent un gros obstacle dans la figure, et ensuite, ils reviennent nous voir, ils se disent « Ok, on a compris, donc en fait, mettons-nous au travail ». Et donc là, on dit « Ça tombe bien, on a pas mal de choses… » Donc, on les éduque. Enfin, c'est l'une de la valeur ajoutée de The Family, c'est l'éducation des entrepreneurs. Donc, on les éduque. Mais c'est comme des enfants. Je dis que c'est une famille pour entrepreneurs. Les entrepreneurs sont comme des enfants. Donc, ils commencent par ignorer ce que vous dites, et puis ils font un peu de temps ils se font après. mal, et puis ensuite ils reviennent et disent apprends-moi à grimper. D'accord. Vas-y. Alors, le tableau était plutôt sombre, en fait, à la fin de ta précédente réponse. J'ai quelques questions un peu plus précises qui vont peut-être aider à mettre un peu plus de lumière dans ce tableau. Je sais que tu n'aimes pas quand les rapports doivent donner, au-delà du diagnostic, des recommandations. Tu disais ça à la Fondation Jean Jaurès il y a quelques jours. Alors, je pars d'un constat très lié à ce que tu as dit, qui est celui que pendant très longtemps, pendant le XXe siècle, on a réussi à distribuer le produit des gains de productivité. Quand une entreprise était de plus en plus productive, par la force de négociation salariale, par un peu de pression de l'État, l'entreprise, le management de l'entreprise augmentait les salaires un peu, améliorait les conditions de travail, etc. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on se rend compte que les gains de productivité sont la plupart du temps liés non pas à la modification de la façon de travailler, de la façon de faire le travail, le taylorisme que tu évoquais tout à l'heure par exemple, mais les gains de productivité sont de plus en plus liés à de l'investissement en capital, dans des machines, dans des logiciels, dans des robots, etc. Et par conséquent, la richesse qui est produite, elle est reversée plus souvent au capital qu'au travail. Pardon pour cette lecture un peu marxiste. Et du coup, comment on fait pour que ces gains de productivité soient un peu plus distributeurs en direction du travail, en direction des salariés? Et donc, quelques exemples, tu vas me dire ce que tu en penses. Une idée un peu folle, puisque dans les startups, on distribue des stock options à tous les salariés qui arrivent, et c'est un peu comme si c'était du salaire différé. Donc on donne des actions qui sont virtuelles, qui n'ont de valeur que si l'entreprise croît et qu'elle gagne de la valeur. Est-ce que cette idée de stock option, cette idée d'actionnariat populaire, finalement, c'est pas quelque chose qui devrait être généralisé à d'autres secteurs d'activité, y compris des secteurs en dehors des startups, donc des entreprises en forte croissance, de manière à ce que la distribution des richesses liées aux gains de productivité se fasse par le biais de ces actions que les salariés auraient? C'est la participation réinventée. La participation à la De Gaulle, mais mise un peu au goût du jour. Alors, d'abord, pour nuancer l'interprétation marxiste, moi je pense qu'une entreprise, c'est de la combinaison de travail et de capital. Et après, la façon dont et il en sort un surplus économique, mais qu'il est très difficile. Les économistes ne savent pas très bien faire ça. Ils ne savent pas attribuer une partie du surplus au travail, une autre partie du capital. En fait, la répartition du surplus n'a rien à voir avec la façon dont on combine les ressources. On pourrait tout aussi bien imaginer des entreprises où les capitalistes apportent du capital, mais en fait, tout le surplus est capté par les travailleurs parce qu'ils ont un pouvoir de négociation supérieur. En fait. Donc moi, je crois énormément au rapport de force. Et je pense que tout se règle par des rapports de force et qu'il n'y a aucun rapport entre les facteurs de production qu'on combine dans une entreprise et la façon dont le surplus est redistribué entre les apporteurs de ces facteurs. Je pense que l'essentiel de la clé de redistribution dépend des institutions, c'est-à-dire comment vous organisez ce rapport de force. Est-ce que vous essayez de le corriger s'il est trop défavorable à l'une des parties? C'est ce qu'on a fait pendant les 30 Glorieuses, en aidant les syndicats à être plus forts face aux patrons, parce que les syndicats avaient des avantages structurels. Et donc, c'est ce rapport de force qu'il faut réinventer aujourd'hui, c'est-à-dire réaliser d'abord réaliser qu'il y a une troisième partie à la table, en fait, et qui est très importante, et qui est le consommateur. Le surplus que crée une entreprise se répartit entre trois parties. Il y a l'actionnaire qui prend des dividendes ou des rachats d'actions, enfin bref. Il y a les travailleurs qui reçoivent des salaires, et puis il y a les consommateurs qui reçoivent des prix moins chers ou de la qualité améliorée. Et en fait, si vous divisez l'histoire récente en trois périodes, il y a eu la période des 30 Glorieuses, donc des années de la Libération aux années 70. Ensuite, il y a eu le Moyen-Âge, donc des années 70 jusqu'à 2008. Et depuis 2008, il y a l'économie numérique qui s'installe dans tous les secteurs. Et en fait, le rapport de force a changé dans chacune de ces trois périodes.
pendant les 30 Glorieuses, la partie prenante la plus puissante, c'était les salariés. Et c'était les salariés à la fois parce que bien les traiter, c'était une condition pour générer plus de productivité. Il fallait retenir la main-d'œuvre, qu'elle soit bien formée, qu'elle soit épanouie, etc. Et en plus, les syndicats avaient un pouvoir très fort de négociation qui était renforcé par les pouvoirs publics. Ensuite, donc justement, la rupture avec la stratégie d'entreprise qui a permis aux entreprises de protéger leurs marges et la montée en puissance du système financier fait que c'est les actionnaires qui ont pris le pouvoir. Et donc mais depuis 2008, avec la montée de l'économie numérique, les actionnaires sont beaucoup moins puissants dans l'économie numérique qu'ils le sont dans l'économie traditionnelle. La partie prenante qui est la plus forte aujourd'hui, c'est les consommateurs. Alors pourquoi on est puissant? Parce que les consommateurs, ils ont accès à de la puissance de calcul, ils sont connectés les uns aux autres en réseau, ils s'échangent en permanence de l'information, ils ont tout ce qu'il faut pour comparer les prix, trouver les meilleurs produits, avoir réponse à toutes leurs questions, et ils prennent des décisions d'achat qui sont plus affûtées que jamais. Et le résultat de ça, c'est que les entreprises sont soumises à une pression permanente de la part de consommateurs qui veulent toujours mieux, toujours moins cher, toujours plus vite, toujours plus personnalisé. Et s'ils ne le trouvent pas dans l'entreprise A, ils peuvent tous se tourner vers la start-up B qui leur propose ça, parce que c'est une manière de rentrer sur le marché. Et ça, il y a un précédent historique qui est Walmart aux États-Unis. Walmart, c'est une entreprise extraordinaire à bien des égards, dont la mission était de faire baisser les prix chaque année pour les consommateurs. Et les gens, ils l'ont tellement bien fait que les gens ont fini par aller aveuglément faire leurs courses chez Walmart en étant certains que c'était impossible de trouver moins cher ailleurs. Alors, sur le papier, c'est très bien pour les consommateurs. Enfin, les consommateurs sont bien traités, alors qu'avant, ils étaient plumés, ligotés. On les forçait à consommer des biens et services de mauvaise qualité pour un prix trop élevé. Enfin, ils ont eu leur revanche d'abord avec Walmart et aujourd'hui avec toute l'économie numérique. Le problème de Walmart, vous savez ce que c'est que du coup, les travailleurs étaient précarisés comme jamais. Les fournisseurs étaient mis sous une pression insoutenable qui les ont tous obligés à délocaliser leur chaîne de production en dehors des États-Unis. Et donc, l'effet Walmart, c'est même un terme d'économie maintenant, c'est un effet ambivalent. C'est-à-dire, c'est bien pour le pouvoir d'achat, mais c'est terrible pour les travailleurs et les PME, en gros. Et ben, l'économie numérique, une façon de l'interpréter, et j'explique ça dans le livre, c'est l'effet Walmart généralisé. C'est-à-dire, nous, consommateurs, on est tellement puissants aujourd'hui qu'on impose l'effet Walmart dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, on oblige non seulement les travailleurs à travailler plus pour moins cher et plus durement, on oblige les fournisseurs à écraser leurs marges et à serrer les boulons. On oblige les actionnaires de plus en plus à renoncer à des bénéfices ou au minimum à des dividendes. Parce que la seule manière pour les entreprises d'être compétitives, c'est de bien traiter les consommateurs. Et donc, comment on corrige ça? Ben, tout est à réinventer, en fait. C'est-à-dire, vous allez lire beaucoup de choses sur l'antitrust, c'est-à-dire, oui, c'est des monopoles, c'est horrible, etc. La seule façon qu'on a aujourd'hui de démembrer des monopoles, c'est si ces monopoles sont prédateurs pour le consommateur. C'est-à-dire, je suis un monopole et donc je vais augmenter mes prix et vous tondre la laine sur le dos et vous maltraiter et vous obliger. Donc, les situations d'oligopole bien connues et de consommateurs maltraités, c'est le secteur bancaire, le secteur des télécoms. Voilà, on les déteste tous parce qu'ils nous maltraitent et la raison pour laquelle ils nous maltraitent, c'est qu'on n'a aucun moyen de s'extirper de leurs griffes. Le numérique, c'est pas ça du tout. En fait, le numérique, c'est des monopoles qui servent bien le consommateur pour des raisons qu'on pourrait expliquer. Mais du coup, quand les gens disent oui, il faut faire de l'antitrust et empêcher ces monopoles, ils ne se rendent pas compte que l'antitrust traditionnel, c'est pour protéger le consommateur contre des entreprises prédatrices, mais qu'il est complètement inopérant quand les entreprises sont entièrement au service du consommateur et qu'elles exercent de la violence et de la brutalité sur les autres parties prenantes, qui sont les actionnaires qui hurlent de douleur parce qu'ils doivent renoncer à leurs dividendes, et les travailleurs qui souffrent parce qu'ils sont moins bien traités. Donc tous les gens qui comprennent un peu ça disent bon, bah, comment on rétablit le rapport de force? On le rétablit en donnant plus de pouvoir de négociation aux travailleurs. Il faut que les travailleurs puissent se défendre contre les consommateurs trop exigeants. Et puis bah, les actionnaires, ça va, ils s'en sont mis plein les poches pendant 40 ans, donc on peut les laisser
leur état de faiblesse, au moins temporairement. Alors, pour revenir justement sur cette question des travailleurs, ce que vous décrivez dans le livre, mais qu'on constate, hein, c'est évidemment que cette nouvelle économie, elle emploie surtout des travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des sociétés où il y a des conventions collectives et pas de syndicats. Alors, comment on reconstitue ou on constitue le Great Safety Net pour ces travailleurs indépendants? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions qui sont en train d'être développées, puisque c'est ce que vous proposez? Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui concrètement des solutions? Alors, j'aime pas trop les solutions, comme a dit Bassem, parce qu'on peut tous lancer des idées et dessiner des petits schémas sur des serviettes en papier, mais la réalité, c'est que tant que ça n'a pas été mis en œuvre et que ça n'a pas résisté au choc avec la réalité, ça reste des idées abstraites. Bon, mais ça permet quand même d'éclairer des pistes, en fait. Le sujet... pardon, rappelez-moi le... La question, c'est comment on offre un safety net ou un great safety net aux travailleurs indépendants. Oui, ok. Alors, d'abord, je ne pense pas qu'on se dirige vers une économie où la majorité des travailleurs seront indépendants. Je pense que les travailleurs indépendants, ils se développent... d'abord, ça représente encore une part infime de la population active. Ils sont très visibles dans les médias, mais ils représentent encore une part infime de la population active. Et en plus, je pense qu'ils se développent très vite, enfin que ce monde-là se développe très vite aujourd'hui parce que c'est la seule manière, être indépendant, c'est la seule manière d'échapper au contrat de travail salarié tel qu'il a été conçu pour l'économie fordiste. Et le contrat de travail salarié conçu pour l'économie fordiste, il n'est pas très bien adapté à l'économie numérique. Ça ne veut pas dire que le salariat n'est pas adapté, ça veut dire que ce dont on a fait du salariat dans l'économie fordiste épouse assez mal la façon de créer de la valeur dans l'économie numérique. Alors moi, je parle d'âge entrepreneurial, c'est le sous-titre du livre. Et l'âge entrepreneurial, c'est le mot que j'utilise pour désigner l'économie dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce n'est pas une économie où tout le monde est entrepreneur ou travailleur indépendant. C'est même probablement une économie où la majorité d'entre nous resteront salariés. Mais nous serons salariés d'entreprises qui sont plus entrepreneuriales que ne l'étaient les entreprises fordistes au XXe siècle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, qui devront être entrepreneuriales si elles veulent rester en vie. Donc pour un travailleur salarié, dans le futur, il y a vraiment deux cas de figure. C'est soit vous êtes employé par une entreprise entrepreneuriale. Ça veut dire qu'elle va rester en vie, mais qu'elle va rester en vie au prix d'un effort d'innovation en continu, qui va l'obliger à constamment réinventer son métier, lancer des nouveaux produits, redéployer ses ressources, etc. Et donc, dans cette entreprise, si vous êtes employé par cette entreprise, vous ne pouvez pas compter sur la stabilité qui existait dans les vieilles entreprises fordistes du XXe siècle. Vous êtes dans une entreprise qui change en permanence, et soit vous êtes capable de changer avec cette entreprise, soit vous allez être mis dehors ou vous allez devoir la quitter parce que vous n'arriverez pas à changer au même rythme. Donc, quand on travaille pour une entreprise entrepreneuriale, même si on est salarié, on est dans l'instabilité. Et l'autre cas de figure, c'est que vous travaillez pour une entreprise qui n'est pas entrepreneuriale. Et bien là, c'est encore plus simple, c'est que cette entreprise, faute d'être entrepreneuriale, va faire faillite tôt ou tard, parce qu'elle ne sera pas assez compétitive, et donc vous allez perdre votre emploi, parce que votre employeur va disparaître. Et donc dans les deux cas de figure, vous êtes salarié, mais vous êtes salarié avec une instabilité qui n'a rien à voir avec ce qu'était le contrat de travail salarié dans l'économie fordiste. Et donc c'est un salariat qui ressemble beaucoup au travail indépendant, en fait, au sens où il y a une précarité qui s'installe, il faut changer souvent. Et donc ça appelle à réinventer tout, en fait. C'est-à-dire que le droit du travail doit être refaçonné pour épouser cette nouvelle forme salariale. La sécurité sociale doit couvrir ces gens-là contre des risques qui n'existaient pas dans le passé. L'organisation collective n'est pas la même dans une économie où on change d'emploi plus souvent. Voilà. Et donc, si on part de ça, après, on tire le fil et on peut dessiner des choses sur des serviettes en papier. Et justement, est-ce que pour toi, ce qui a été un peu mis à la mode en 2017 à l'occasion de la campagne électorale, le revenu universel, ça peut faire partie de ces éléments du filet de sécurité ou le grand filet de sécurité que tu évoquais tout à l'heure et qui pourrait aussi être une réponse à la question que Philippe posait?
Alors non, moi je suis pas un grand partisan du revenu universel, ni même de consacrer beaucoup de temps à discuter du revenu universel, parce que je pense, la raison pour laquelle le revenu universel, tout le monde en parle depuis 2 ans, c'est précisément que la Silicon Valley a découvert que les gens souffraient. Alors ils ont consenti à prendre un tout petit peu de temps dans leur agenda pour se pencher sur la situation des pauvres gens qui souffrent. Ils ont dit, bon, on n'y comprend pas grand-chose, mais on a l'impression que si on vous envoie un chèque tous les mois, ça ira mieux. Et ensuite, ils sont retournés à leur travail. Et donc, il y a un certain nombre de grands patrons du numérique comme ça qui ont planté cette graine, qui ont dit, ouais, peut-être on n'a qu'à faire un revenu universel, ça va tout résoudre. Et du coup, les partisans historiques du revenu universel, qui viennent plutôt du monde de la gauche autogestionnaire, etc., ou de l'écologie politique, sont tous enthousiasmés en disant enfin notre idée qu'on défend depuis les années 70 est reprise par Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. Et donc tous les journalistes se sont mis à écrire des articles là-dessus, etc. Voilà, donc moi je pense que c'est pas parce que Elon Musk et Mark Zuckerberg, après avoir consacré 1 heure à réfléchir aux politiques sociales, pensent que le revenu universel est la solution, que c'est la solution. Je pense même que c'est une solution qui a plein de défauts. L'un des défauts qu'elle a, et les gens ne raisonnent pas vraiment comme ça, il faut s'intéresser à la politique et aux dynamiques d'alternance électorale. Imaginons qu'un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, qui mette en place un revenu universel. 5 ans plus tard, parce qu'on est en crise économique, la droite gagne les élections et arrive au pouvoir. Elle va dire, là, ça coûte cher d'envoyer un chèque de 800 € à tout le monde tous les mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça coûte moins cher et réduire le déficit? Donc elle va se tourner vers les riches et dit, avez-vous besoin de cet argent? Les riches vont dire, bien sûr que non, nous on est riches à millions, donc ce chèque dérisoire que vous nous envoyez, on s'en passerait bien. Ok, donc on arrête de vous verser ça. Première mesure d'économie. Ensuite, comme c'est la droite, elle se retourne à nouveau vers les riches et leur dit, qu'est-ce que vous pensez du niveau de vos impôts? Donc les riches vont dire, on paye un peu trop d'impôts, est-ce qu'on ne pourrait pas raboter un peu d'argent ailleurs? Oui, par exemple, on pourrait raboter le montant du chèque qu'on envoie tous les mois à tous les autres, ceux qui ne sont pas riches. Et donc les riches vont dire, parfait, de toute façon, on ne se sent pas vraiment concernés, puisque... Voilà. Et si vous connaissez l'histoire des politiques sociales aux États-Unis, vous comprenez la dynamique de ça. C'est qu'à la fin, le revenu universel devient un revenu conditionné sous condition de ressources qu'on ne verse qu'aux plus pauvres, qui représente un montant dérisoire, et pour lequel on a besoin de collecter des impôts que les riches trouvent encore trop élevés. Et donc le revenu, il peut être universel au départ. Je pense que son universalité est vite cassée par ces dynamiques politiques et budgétaires. Et dès qu'il cesse d'être universel, on rentre à nouveau dans les dynamiques de stigmatisation, on dénonce l'assistanat, etc. Et ça finit dans un enfer bureaucratique, parce que c'est ça le pire, c'est que l'essentiel de la bureaucratie qu'il y a dans le monde des politiques de l'aide sociale, notamment aujourd'hui, c'est pas parce que c'est une bureaucratie nécessaire, c'est une bureaucratie qu'on crée artificiellement pour faire comprendre aux gens à quel point c'est pas bien de dépendre de l'aumône de la collectivité, en quelque sorte. Alors, juste une dernière, toujours dans la série des idées qui, a priori, sont bonnes et qui, en fait, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'elles ne sont pas si bonnes que ça. Tu as évoqué Elon Musk sur le revenu universel. Ça m'a fait penser à Bill Gates et la taxe sur les robots. Pareil, est-ce que ça ne peut pas être l'une des façons de financer ce filet de sécurité, puisqu'il est impossible de le financer par le moyen de la meilleure répartition des richesses produites par les gains de productivité? Est-ce qu'il ne faut pas passer par le biais d'une taxe robot, de manière à prendre ces gains de productivité qui sont générés par les robots et différents types de logiciels et les injecter auprès des travailleurs par le biais d'une bureaucratie, comme tu évoquais à l'instant? Alors, plusieurs choses. D'abord, pour faire le lien avec la question du revenu universel, si on met en place un Great Safety Net tel que je le décris dans le livre, on crée, enfin, l'aboutissement de ça, c'est qu'il y a un revenu universel de fait. C'est-à-dire que les gens ne sont jamais dans la mouise, en quelque sorte. Parce que si ça va mal, on les aide à rebondir. S'ils ont besoin d'emprunter de l'argent, ils ont accès à un système financier qui leur prête de l'argent. S'ils ont un sinistre, on les couvre. Et ça crée en fait un filet de sécurité, littéralement, qui est le strict équivalent d'un revenu universel. Sauf qu'au lieu de passer par on vous envoie un chèque tous les mois, c'est on s'occupe de vous en fonction des circonstances. En fait.
Ça, c'est la première chose. Après, sur les taxes, alors moi, j'ai beaucoup travaillé, donc moi, je suis inspecteur des finances, et je me suis spécialisé à l'inspection des finances à plusieurs reprises sur des sujets de fiscalité. Le résultat de tout ça, c'est que j'ai probablement fait une indigestion de fiscalité, mais maintenant, je trouve que trop de débats de politique publique en France commencent par le financement. C'est-à-dire, avant même de savoir ce qu'on cherche à faire, les gens disent comment on va financer ça. Et on a cette inventivité où tout le monde dit, bah, tiens, on pourrait taxer ceci, on pourrait taxer cela, les transactions financières, les robots, les machins, les trucs, la publicité en ligne, que sais-je. Moi, je pense que ce n'est pas du tout la bonne approche de politique publique. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris et mieux compris avec les entrepreneurs. C'est que le premier sujet, c'est quel problème on cherche à résoudre. Ensuite, c'est quels instruments on met en place pour résoudre ce problème. Si on résout le problème, ça va créer de la valeur, et donc ça va se transformer en croissance économique. Et cette croissance économique, elle est représentative d'un surplus dont on peut prélever une partie pour financer les instruments qu'on a mis en place pour résoudre le problème. Si vous aviez demandé à la Libération comment on va payer pour les retraites, l'assurance maladie et les allocations familiales pour des dizaines de millions de Français, les gens auraient dit, donc on serait lancé, pareil, on aurait dit, on pourrait taxer ceci, cela, etc. C'est pas du tout comme ça qu'on a payé, pas en inventant des nouveaux impôts. On a payé parce que ça a amorcé un cercle vertueux de redistribution des opportunités, de la richesse, qui a généré des créations d'emplois, une amélioration des conditions de travail, un enrichissement de tous les ménages. Et donc, les recettes fiscales, elles sont rentrées spontanément, en fait, sans qu'on ait eu besoin de... Après, ça ne veut pas dire que le système fiscal n'est pas à réinventer. Mais un système fiscal, il est à réinventer dans une économie qui a trouvé son équilibre, où on détecte où se crée la valeur, on détecte les points auxquels c'est facile de prélever des impôts, et on conçoit les impôts en fonction de ces données-là. Mais tant qu'on n'est pas rentré dans une économie numérique qui a trouvé son régime de croisière, ça ne sert à rien d'inventer de nouveaux impôts parce que personne n'y comprend rien et personne ne sait exactement où la valeur se concentre. La TVA a été inventée dans les années 50, généralisée dans les années 60, bien après qu'on ait mis en place la sécurité sociale, en fait. Et la sécurité sociale a permis à l'économie fordiste de trouver son équilibre. Et ensuite, on a compris que maintenant, il y avait des chaînes de valeur plus complexes. On avait du mal à taxer la valeur ajoutée de façon non distorsive. Et un inspecteur des finances a eu cette invention de génie, la TVA, que le monde entier ensuite a copié, à l'exception des États-Unis. Et voilà. Mais donc, je pense que les impôts, c'est une question qui doit... C'est la fin de la liste, en fait. Il faut d'abord faire le reste, et ensuite, on peut poser la question des impôts. Et si on commence par les impôts, c'est comme un entrepreneur qui ne sait pas quel problème il veut régler, mais qui veut déjà lever des fonds. On va passer aux questions de la salle, mais j'ai une dernière question. Avant, vous venez de le dire, par votre parcours, vous avez une position singulière, puisque vous êtes haut fonctionnaire et aujourd'hui entrepreneur. Vous avez donc l'expérience de la gestion de l'État au plus haut niveau, puis aujourd'hui comme entrepreneur dans le secteur privé. Pour créer ce filet de sécurité, mais où faut-il être ? C'est mieux là où vous êtes aujourd'hui ou c'est mieux lorsque dans les postes que vous avez occupés en tant qu'inspecteur des finances, ou ce qui vous a amené à être entrepreneur, c'est le fait de constater qu'on ne peut pas trop bouger les choses en étant dans la haute fonction publique? Alors, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, comme beaucoup de gens qui ont fait l'ENA, j'ai fait l'ENA en pensant que ça allait me permettre de m'installer au plus haut niveau, là où on a la main sur les leviers et qu'on peut changer le cours des choses. Et la plupart des gens qui arrivent à ce niveau-là, en général, ils sont très frustrés parce qu'ils réalisent que ça marche, que c'est pas si facile, qu'il y a des résistances de toutes parts, il y a des résistances de l'intérieur. Parce que l'État manque de ressources, il y a des résistances parce que les agents publics eux-mêmes ne veulent pas trop que les choses changent. Il y a des résistances au-dessus parce que les hommes politiques sont très pusillanimes et ne veulent pas prendre trop de risques parce qu'ils ont peur pour leur réélection ou leur cote de popularité. Et puis il y a des résistances de la société tout entière, en fait, qui préfèrent, où il y a toujours des gens qui ont intérêt à ce qu'on maintienne le statu quo. Donc les gens arrivent là, et donc moi, c'est une plaisanterie, mais
J'explique aux gens qu'ils arrivent là, qu'ils finissent tous frustrés et qu'ils ont ensuite 3 options. Première option, ce que fait la majorité des gens, c'est qu'ils quittent le secteur public pour le secteur privé. Ils disent, bon, bah, puisque je peux avoir d'impact sur rien, au moins je vais aller gagner beaucoup d'argent. Deuxième chose qu'ils font, c'est comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire ils disent, bah, puisqu'on ne peut rien faire, bah, je vais me présenter à la présidentielle et je vais faire comprendre à tous ces gens depuis le sommet de la pyramide que maintenant il va falloir que ça change. Et puis la troisième option, c'est ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire on quitte ce monde-là pour rentrer dans le monde des entrepreneurs parce qu'on réalise que dans le monde des entrepreneurs, il y a des gens qui sont effectivement occupés à résoudre des problèmes et qui y arrivent parce qu'ils ont compris des choses que d'autres n'ont pas compris, qui est que les nouvelles technologies, l'informatique, les réseaux, le numérique permettent de résoudre des problèmes qui sont longtemps restés sans solution. Alors ça demande de l'acharnement, de l'intensité, de l'énergie, de l'ambition, etc. Mais il y a des résultats, en fait. Et il y a des résultats dans tous les secteurs. C'est-à-dire, il y a plein de problèmes que tout le monde croit sans solution qui sont résolus tous les jours par des entrepreneurs parce qu'ils ont découvert que le numérique changeait complètement l'équation. Et donc, je pense que c'est là qu'on fait la différence, en aidant ces entrepreneurs à aller plus vite, à être plus ambitieux. Et au passage, c'est exactement ce qui s'est toujours passé. C'est-à-dire l'État n'a jamais rien inventé de toute pièce. En général, l'État, il observe des choses qui marchent à petite échelle et il met le paquet pour faire en sorte que ça marche à plus grande échelle. Et même la sécurité sociale n'a pas été inventée par Pierre Laroque, conseiller d'État, qui est le père de la sécurité sociale en France. Elle a été inventée par le mouvement mutualiste au XIXe siècle, qui a découvert que si les ouvriers se mettaient ensemble et mutualisaient leurs ressources, ils pouvaient se couvrir les uns les autres contre les accidents qui leur arrivaient à l'usine. Et ben ça marchait à l'échelle d'une usine, ça marchait peut-être à l'échelle d'un territoire, d'une branche professionnelle, mais ça n'a jamais marché à plus grande échelle, parce qu'à plus grande échelle, vous perdez les liens de confiance et de proximité qui existent entre des gens qui travaillent dans la même entreprise. Et donc, comment on peut faire passer ce genre de dispositif à l'échelle en le rendant obligatoire, et c'est ce qu'a fait l'État en créant la sécurité sociale. Mais avant de créer la sécurité sociale, il fallait que des gens expérimentent sur le terrain et découvrent que ça marche, le principe de mutualisation. Et c'est ce que font les entrepreneurs aujourd'hui. Et il y a eu des rencontres qui ont favorisé cette conversion ? C'est-à-dire pour vous, est-ce que, pour oui. passer du côté de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a eu des rencontres décisives ? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que... donc d'abord, j'avais un terreau favorable parce que, comme vous l'avez dit, j'ai étudié à Télécom Bretagne dans les années 90. Donc j'ai appris l'informatique à l'époque. Ensuite, je suis arrivé sur le marché du travail en 2000, c'est-à-dire au moment de l'explosion de la bulle, à un moment où il n'y avait plus... où les seuls débouchés professionnels pour les gens comme moi qui savaient faire de l'informatique, c'est d'aller travailler dans des entreprises horribles comme des opérateurs de télécom ou des SS2I. Et donc, personne ne voulait aller là, donc tout le monde a changé d'orientation. Et moi, j'ai changé d'orientation en allant vers l'administration. Et dans l'administration, un peu par hasard, alors qu'est-ce que je fais ? Donc moi, je m'intéressais à la politique. J'ai été voir un ami à moi qui travaillait dans la communication qui m'a dit « La politique demain, ce sera que du numérique, parce que c'est avec le numérique qu'on va mobiliser les gens et gagner des campagnes. » Donc je me suis dit « Tiens, ça me dit vaguement quelque chose. J'ai quelques souvenirs d'il y a 10 ans. Je vais me réintéresser à ce sujet. » Je me suis réintéressé à ce sujet. Mon chef à l'inspection des finances, qui s'appelle Jean Basser, qui est maintenant directeur général de Pôle emploi, savait que je m'y intéressais activement, mais au départ via la politique. Du coup, quand une mission est arrivée qui était sur l'avenir de la musique, de la filière musicale et de la filière de l'édition et de la filière du cinéma dans une économie plus numérique, il m'a confié ce rapport à moi. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant 6 mois, j'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des capitaux risqueurs, et je me suis dit, en fait, c'est là que tout se passe. Et donc j'ai quitté l'administration pour créer une entreprise à ce moment-là. Et ensuite, alors, j'aurais pu en rester là, parce que c'est très frustrant d'essayer de créer une entreprise, d'échouer. Et la dernière rencontre, c'est peut-être avec Henri Verdier, avec qui j'ai écrit ce livre, L'âge de la multitude, parce que Henri était entrepreneur en même temps que moi. Il s'intéressait à la mise en perspective de tout ça comme moi. On a décidé d'écrire ce livre ensemble et réussissant à écrire ce livre, à partager le message qu'il y avait dans le livre, on a réalisé qu'il y avait quelque chose au-delà de créer des entreprises. En fait, il y avait mettre tout ça en perspective, l'expliquer, mieux le comprendre, aider les autres entrepreneurs. Voilà un peu mon cheminement. D'accord. Alors, on va passer aux questions de la salle. On va
Qui veut poser une première question? Il y a un micro qui va vous arriver. D'abord derrière et puis vous ensuite. Oui, merci pour la question là, sur le parcours de Nicolas Collin, parce que je me posais exactement la même question. C'est-à-dire que le discours de Nicolas très politique, et je me demandais comment effectivement, pourquoi vous n'êtes pas mis au service d'un parti et plutôt vous êtes tourné vers les entrepreneurs. Donc on a une partie de la réponse. Par contre, moi j'ai trouvé un petit peu quand même un peu naïf. Alors c'est peut-être un biais culturel européen, là, comme ce que vous évoquiez au début. Le fait de dire les entrepreneurs aujourd'hui, les entrepreneurs numériques de demain vont résoudre les problèmes de demain pour les gens. Bon, et que je sache, même dans le numérique, le but premier des entrepreneurs, c'est encore de gagner de l'argent, c'est pas de résoudre les problèmes de la société. Si au passage ça peut y contribuer, tant mieux. Mais je ne vois pas très bien comment dans le triptyque que vous avez décrit là, actionnaires, travailleurs et consommateurs, tout ça va par miracle s'autoréguler au service du bien commun, de l'intérêt général. Ça s'autorégule jamais, mais en fait, la séquence d'une transition techno-économique, c'est toujours la même. Il y a une première génération d'entrepreneurs qui se lancent, financés par des investisseurs, à un moment où personne n'y comprend rien. Et parce que personne n'y comprend rien, ça part dans tous les sens et sur des mauvaises bases. Et ça génère une bulle spéculative qui finit par exploser. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 90. Et quand la bulle explose, la poussière retombe. Et il y a des gens qui ça démange quand même. Ils se disent, il y avait quand même quelque chose. On s'est raté, mais il y a quelque chose. Et ces gens continuent à travailler, à réfléchir, à tester des choses. Et après quelques années, ils finissent par découvrir, par tirer les leçons de la bulle, de tout ce qu'on a fait mal pendant la bulle, et ils repartent sur des bonnes bases, en utilisant des actifs qui ont été immobilisés pendant la bulle, en l'occurrence. Donc la bulle des années 90, ça a servi notamment à connecter tout le monde à Internet, en fait. Donc plein de gens ont perdu de l'argent en connectant les gens à Internet, en pensant qu'il y aurait des retours sur investissement considérables. Et puis la bulle a explosé, et ces gens-là se sont retrouvés sans retour sur investissement. Mais les gens sont restés connectés à Internet. Donc 8 ans plus tard, quand Facebook est arrivé, Airbnb, etc., les gens étaient connectés à Internet et parce qu'on était reparti sur des meilleures bases, sur une meilleure compréhension de comment on crée des entreprises, là, c'est reparti de plus belle et cette fois dans tous les secteurs. Après, donc ça clôt la première phase qu'on appelle la phase de mise en place ou d'installation. Et la phase d'installation, elle révèle en fait quelles sont les nouvelles entreprises dans ce nouveau paradigme. Ensuite, ces nouvelles entreprises, elles résolvent plein de problèmes du vieux monde qui étaient sans solution dans le vieux monde. Donc il y a, en fait, l'agilité intellectuelle que ça appelle tout ça, c'est qu'il faut accepter de réviser de façon radicale la répartition des rôles entre le public et le privé, ou entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Il y a plein de problèmes qui étaient d'intérêt général hier parce que seul l'État savait régler ça en dehors de mécanismes de marché. Et tout d'un coup, grâce au numérique, il y a des entreprises qui le règlent beaucoup mieux, pour beaucoup moins cher, de façon accessible pour le plus grand nombre. À l'inverse, il y a des problèmes qui étaient très bien réglés par le secteur privé dans l'économie numérique, dans l'économie fordiste, pardon, au XXe siècle. Et tout d'un coup, quand on bascule dans l'économie numérique, tout se met à déconner, en fait, et plus rien ne fonctionne bien. Un exemple de ça, c'est le marché du logement. Le marché du logement, il fonctionnait parfaitement dans l'économie fordiste, parce que l'économie fordiste, elle sortait les gens des villes et elle les faisait s'installer à la périphérie, où ils achetaient des pavillons avec un jardin, etc. Aujourd'hui, tous les emplois que ces gens trouvaient en périphérie des villes ont disparu. Et donc, la main-d'œuvre revient dans les villes, parce que c'est dans les villes que se concentrent les opportunités. Sauf que les villes sont incapables d'absorber cet afflux de nouveaux habitants. Et donc, on voit les prix de l'immobilier exploser et le logement devenir inabordable pour le plus grand nombre. Ce qui est un problème de croissance économique. Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités qui ne sont pas saisies, il y a plein d'emplois qui ne sont pas créés,
il y a des gens qui engloutissent tout ce qu'ils gagnent dans des loyers trop chers. Et donc, on est dans une situation sous-optimale. Si on attend que le marché du logement, dominé par des acteurs privés tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, résolve ces problèmes-là, on attendra longtemps. Donc, c'est typiquement un exemple de là où l'État, alors qu'il s'était habitué à rester un peu en retrait, devrait intervenir, ou les villes, ou enfin les pouvoirs publics en général, devraient intervenir beaucoup plus vigoureusement pour changer radicalement la façon dont ce marché est organisé et dont il fonctionne. Mais voilà, il faut être prêt à revisiter tout ce qu'on tient pour acquis, en fait. Après, on peut rentrer dans le détail de chaque secteur, mais par exemple, moi, mon intuition, c'est que la santé va devenir beaucoup plus privée, que l'éducation va devenir beaucoup plus privée et beaucoup plus diversifiée aussi. Mais que par contre, il y a des secteurs entiers comme le logement qui vont devenir beaucoup plus publics parce que ce sera la seule manière d'accommoder la redistribution géographique des emplois. Et comment vous faites? Et à l'arrivée, on se retrouvera avec le même équilibre. C'est juste que il y aura un secteur public, un secteur privé, et puis des secteurs où les deux travailleront ensemble, mais ce sera complètement différent parce que le numérique change l'équation dans chaque secteur. Mais il va falloir un peu de temps quand même pour convaincre, je ne sais pas, en France ou à l'échelle de l'Europe, que, bon, même s'il y a des parties de l'Europe qui sont plus habituées à un modèle qui tendrait vers ça, mais par exemple en France, privé-public... Oui, mais ça, c'est notre malédiction de pays développés, c'est-à-dire que nous, tout nous a tellement réussi dans l'ancien paradigme que maintenant qu'on nous annonce qu'il faut tout défaire et tout refaire, on se heurte à énormément de résistance. Et ça devrait nous inquiéter d'ailleurs, parce que rien ne dit que parce qu'on a été fort et dominant et plus développé que les autres dans le paradigme fordiste, on va continuer d'être plus fort, plus dominant et plus développé que les autres dans le paradigme numérique. Si on regarde l'histoire, il y a au contraire plein de changements de paradigme qui ont aussi provoqué l'effondrement économique et industriel de pays tout entiers. La révolution industrielle a été dominée par le Royaume-Uni, qui était l'économie la plus développée du monde. Et puis ensuite, le Royaume-Uni, un peu plus tard, a raté le tournant vers l'économie de la sidérurgie et est devenu un pays de seconde zone, spécialisé tant bien que mal dans la finance et sujet à tous les problèmes que vous connaissez. Vous allez faire de la collapsologie. Vous allez faire de la collapsologie. Enfin, vous nous parlez d'effondrement. Non, mais en même temps qu'il y a des pays qui s'effondrent, enfin, c'est comme... Voilà, c'est de la redistribution des cartes à tous les niveaux, c'est-à-dire l'économie se redistribue de la périphérie vers les villes. Il y a des pays qui se développent, il y a des pays qui s'effondrent, il y a des choses qui étaient faites par le public qui seront mieux faites par le privé, des choses qui étaient faites par le privé qui seront mieux faites par le public. Donc il faut être prêt. Évidemment, c'est plus facile pour un pays en développement comme la Chine ou des pays africains d'embrasser ce paradigme parce qu'ils n'ont pas d'héritage, en fait. Ils n'ont rien qui est en travers du chemin. Ils n'ont pas des vieilles entreprises, des vieilles institutions, des gens qui ont intérêt au statu quo. Pour eux, il n'y a pas de statu quo. Le statu quo, c'est la pauvreté. Donc, c'est ça que vous disent les Chinois, d'ailleurs. Ils vous disent les Chinois sont très avancés dans l'économie numérique parce qu'eux, ils n'ont connu que le maoïsme et l'économie numérique. Donc, entre les deux, ils sont... Mais avec un régime autoritaire, toujours. Alors, oui, ça, c'est l'autre question. Monsieur Collin, excusez-moi, juste pour revenir à ma question de départ, moi, j'ai quand même un peu de mal à m'enthousiasmer, même avec beaucoup d'ouverture d'esprit, quand vous dites j'ai l'intuition que demain, la santé ou l'éducation, qui sont quand même deux secteurs hyper critiques, seront privés, quoi. Même en essayant d'imaginer un autre paradigme, j'ai du mal à me mobiliser pour ces enjeux-là, quoi. Alors, ce serait une longue discussion, mais moi, je pense que fondamentalement, la raison pour laquelle la santé et l'éducation sont majoritairement publiques aujourd'hui, c'est parce que ce sont deux secteurs qui se prêtent très mal à l'organisation scientifique du travail. Et parce qu'ils se prêtent très mal à l'organisation scientifique du travail, c'est impossible de réaliser des gains de productivité. Et parce que c'est impossible de réaliser des gains de productivité, il n'y a pas de surplus dont on peut se servir pour mieux payer les gens. Et donc, à un moment donné, ce qui a été décidé dans notre contrat social, c'est qu'on ne va pas attendre l'arrivée de gains de productivité dans l'éducation pour éduquer nos enfants. Il faut les éduquer tout de suite. Et pour les éduquer, il faut attirer des gens compétents, qu'on va bien payer, sécuriser dans leur emploi,
et qui vont leur enseigner les mathématiques, la physique, la biologie, etc. Et donc ça, c'est un découplage en fait des conditions de travail et de la productivité. On dit ok, pas de productivité parce que c'est un secteur qui résiste au gain de productivité, mais on va bien vous payer quand même parce que c'est très important d'éduquer nos enfants. Après, je pourrais rentrer dans les détails de comment le numérique fait arriver enfin les gains de productivité dans l'éducation. Et ça veut dire que de plus en plus, le secteur privé va devenir compétitif. Et il va devenir d'autant plus compétitif que le secteur public va mal. Il va mal pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec la contrainte budgétaire, le serrage de boulons, c'est de plus en plus dur de travailler dans l'éducation nationale, donc c'est de plus en plus difficile d'y attirer des gens compétents. Donc les parents observent que les enfants sont de moins en moins bien éduqués. Et comme les travailleurs qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, parce que ça va mal dans le monde du travail traditionnel, les parents ils vont de plus en plus s'intéresser aux formes éducatives d'éducation, parce que le système tel qu'il est ne remplit plus vraiment sa mission aussi bien qu'avant. Et donc au début, ce sera très marginal, c'est-à-dire c'est un phénomène de fuite. Historiquement, il y a toujours eu des fuites. D'ailleurs, on est à Nantes ici. Il y avait beaucoup de fuites vers le secteur d'enseignement catholique, pas parce que les gens étaient plus catholiques, mais parce qu'on voyait ça comme une manière d'échapper au secteur public qui marchait mal. Mais aujourd'hui, il y a des fuites. Quand vous habitez Paris, ça reste encore réservé aux plus privilégiés, mais il y a des fuites spectaculaires vers plein d'écoles qui font de l'innovation pédagogique, du Montessori, du ceci, du cela, même du homeschooling qui se développe, l'enseignement, les parents qui prennent en main eux-mêmes l'éducation de leurs enfants. Pour les gens qui ont les moyens de le faire. Hein, pour les gens qui ont les moyens de le faire, quand même. Ah non, c'est pas vrai. Enfin non, bref. Après, je peux rentrer dans les détails. J'ai un frère qui fait du homeschooling. Et un frère qui fait et quand il s'est lancé là-dedans, c'était pour des raisons critiques, c'est-à-dire il a été confronté à une mésaventure qui l'a fait décider qu'il ne mettrait plus ses enfants à l'école. Et il a pris en main ça tout seul, mais il l'a fait de façon stratégique. C'est-à-dire il a pris une carte, il s'est intéressé aux communautés de gens qui font de l'éducation, qui éduquent leurs enfants eux-mêmes. Et il s'est installé dans un village où il y avait d'autres familles qui faisaient la même chose. Et pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que quand vous êtes plusieurs familles à éduquer vos enfants vous-même, vous pouvez mutualiser des ressources. Mutualiser un cours de maths qui va être donné par un parent aux enfants de plusieurs familles, etc. Et ça permet d'encaisser le choc d'avoir à éduquer ses enfants soi-même. Si vous réfléchissez, vous tirez le fil. Donc, au début, à l'époque où mon frère a fait ça, pour rien vous cacher, je suis désolé, ça c'est filmé, donc je m'excuse auprès de mon frère, mais tout le monde l'a pris pour un fou, ou un hippie, marginal, etc. Mais ensuite, moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs dans le secteur éducatif, qui m'ont aidé à comprendre comment, en fait, on pouvait industrialiser cette approche. C'est-à-dire la mutualisation des ressources que plusieurs familles savent faire à l'échelle d'un village. Le numérique permet de le faire à l'échelle de grandes communautés de parents qui réinventent ensemble de façon collaborative l'éducation de leurs enfants. Et il y a déjà plein d'entreprises qui fournissent des ressources pour faire ça. Alors ça reste très marginal, mais vous voyez ce nouveau système éducatif se réinventer à la marge de l'ancien système et attirer des gens qui au début passent pour des fous, ensuite passent pour des gens privilégiés qui ont les moyens, mais on sait comment ça finit, c'est qu'à la fin, tout le monde arrive et le système se recompose. Avec une intervention de l'État qui vient corriger les problèmes, les excès, les limitations. Mais voilà, donc il faut cette capacité. Après, c'est mon métier. Moi, j'investis dans des startups, donc j'arrive à voir loin, enfin, à interpréter les signaux d'aujourd'hui et à extrapoler des redistributions massives de ressources, des changements radicaux de modèles et tout ça. Mais ça, on peut faire cet exercice dans tous les secteurs. On l'a même fait, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. On l'a fait, mon associé et moi, dans une série de conférences il y a 5 ans, au tout début de Famille, qui s'appelle Les Barbares Attaques. Et donc, il y a 24 éditions. Vous avez les Barbares Attaques, l'éducation, les Barbares Attaques, la santé, les Barbares Attaques, la banque, les télécommunications, les DSI, les ressources humaines, etc. Et c'est une discussion à chaque fois d'1 heure environ sur comment le numérique va tout changer dans un secteur. Alors, on va passer, il y avait une autre question là devant, et puis après, madame derrière. Allez-y, allez-y. Merci.
Oui, bah alors c'était un petit peu au début, c'était sur quel nouveau pacte social pour accompagner ou apporter une solution, une réponse à la révolution numérique. On avait parlé de 4 enjeux: revendication des travailleurs, attention du politique, donc le bas, le haut, des penseurs pour fournir ce schéma, cette vision un peu systémique, de ce schéma de compréhension, et entreprise du numérique. Et notamment, pourquoi construire avec des entreprises pour avoir à nouveau ce cycle vertueux de consommation et donc consommation, croissance. Voilà. Donc là, c'était pour remettre le contexte. Et moi, la question que j'avais, c'était donc que là, on est en train de voir que dans ce mode de pensée, on essaie de chercher des solutions dans un cadre toujours de croissance, en fait. Là où il y a certaines personnes, certains penseurs en l'occurrence, qui ont pu produire de la connaissance sur le fait que c'est un schéma de croissance peut-être qui n'est plus fonctionnel aujourd'hui, qui a apporté la situation dans laquelle on est, peut-être les questions qu'on est amené à se poser là ce soir, et que là, donc, une proposition de solution que vous apportez, qui est d'inclure les entreprises pour construire à nouveau ce cycle vertueux de la croissance. Donc on reste dans de la croissance, et c'était peut-être pour demander pourquoi ce choix. Est-ce que peut-être le mode de décroissance ne fonctionnerait pas à votre avis ? Même réponse que sur le revenu universel, peut-être. Non, moi je ne suis pas très sensible à ces arguments. Je crois que la croissance est très vertueuse parce qu'elle génère toujours ce surplus qui permet de redistribuer les cartes, et que redistribuer les cartes, c'est important. Quand on ne peut plus redistribuer les cartes, le monde se rigidifie, les riches deviennent encore plus riches, les pauvres deviennent encore plus pauvres, les rapports sociaux se rigidifient et deviennent impossibles à changer, et c'est un monde de stagnation et de souffrance. Donc je pense que la croissance est cet élément très important qui permet de redistribuer les opportunités à chaque tour. Après, le problème de la croissance, c'est qu'on postule un peu trop vite que la croissance est synonyme de destruction de la planète. Or ça, c'est juste le fait d'un échec collectif à avoir internalisé le prix des énergies fossiles dans les modèles de production. Mais c'est un problème institutionnel, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème institutionnel qui a laissé se faire une formation des prix qui ne prend pas en compte les dommages qu'on inflige à la planète. Et ce n'est pas du tout une fatalité. On peut imaginer une croissance, et il y a énormément de discussions d'ailleurs aujourd'hui, alors que ce n'est pas abordé dans mon livre parce que je ne pouvais pas traiter à la fois de la protection sociale et de l'écologie, mais il y a ce que les gens appellent la croissance verte ou la Smart Green Growth ou le Green New Deal aux États-Unis. Vous avez un courant politique qui est en train de faire son entrée au Congrès qui a fait de l'idée d'un Green New Deal sa proposition phare. Et l'idée, c'est de dire comment on crée des nouveaux emplois dans une croissance plus respectueuse de l'environnement, qui repose sur la consommation d'énergie renouvelable. Et le système boucle, de même que l'ancien système a bouclé, mais cette fois, on comprend beaucoup mieux la finitude d'un certain nombre de ressources. Bon, d'accord, merci. Bonjour, juste un petit exemple pour commencer. Une entreprise américaine dans le numérique, Zendesk, quand ils ont fait leur introduction en bourse, ils ont donné un pourcentage de leur valorisation boursière à une fondation, leur fondation, qui s'appelle The Neighborhood Fund. Et cette fondation a pour vocation de lutter contre les inégalités dans le quartier où ils sont présents. Donc c'est juste un exemple. La plupart, bien sûr, des grosses entreprises tech américaines ont quelque chose d'équivalent. Et quelle est votre vision du coup du rôle de la RSE des entreprises dans le numérique, sachant que bien sûr il y a l'historique aux États-Unis et dans les cultures anglo-saxonnes du paternalisme, de l'importance de l'entreprise dans l'égalité et dans lutte contre la pauvreté. Voilà, quelle est votre vision sur ça, et du coup est-ce que vous en parlez peut-être dans votre livre? Alors non, j'en parle pas parce que malgré tout, moi je reste français, et donc en France, on a l'État s'occupe de tout en fait. Il y a longtemps, j'avais eu un entretien avec Richard Descoings, qui était le directeur de Sciences Po à l'époque, qui est décédé depuis tragiquement, et qui expliquait que voilà, lui, il essayait d'imiter le modèle des entreprises américaines, mais qu'il y avait un grand trou dans la raquette, c'est qu'il n'arrivait pas du tout à lever l'argent auprès des anciens élèves comme le font les entreprises américaines. Et la raison de ça, il dit, c'est qu'il y avait deux raisons.
La première raison, c'est qu'on est dans une tradition historique où l'État s'occupe de beaucoup de choses et que donc on n'a jamais fait l'effort collectif d'inviter les entreprises à prendre en charge une partie des problèmes dans une logique de responsabilité sociale. Et je ne sais même pas si on doit s'en plaindre d'ailleurs. Je pense que bien souvent l'État fait les choses beaucoup mieux que les fondations d'entreprises, même très grandes. La deuxième raison, c'est qu'on est une société beaucoup plus rigide et stratifiée. Et donc les gens, quand ils ont un diplôme d'une université prestigieuse comme Sciences Po, en général, ils ont aussi déjà la richesse, la reconnaissance, les relations, le pouvoir, etc. Et donc, ils n'ont pas besoin d'acheter grand-chose. Il n'y a rien qui leur manque. Il dit aux États-Unis, en fait, les principaux donateurs aux universités, c'est des gens que ces universités ont aidé à sortir de la marge et leur ont permis d'accéder. Voilà. Mais c'est des gens qui, parce qu'ils viennent d'un milieu moins favorisé, en fait, on leur barre encore la porte des plus hautes sphères et donc ils s'achètent leur nom sur un amphithéâtre pour s'acheter ce petit plus de reconnaissance qui leur permet de s'installer au sommet de la pyramide sociale aux États-Unis. Et nous, voilà. Et nous, le problème des gens qui font ces universités, c'est qu'ils ont déjà tout, en fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir leur nom sur un amphithéâtre. C'était ça l'analyse que faisait Richard à l'époque. Et donc, moi, je suis marqué par cet héritage. Pour moi, c'est pas un truc très sérieux, en fait, la responsabilité sociale des entreprises. C'est un peu du vernis qu'on met quand tout le monde a abdiqué. Et moi, je crois beaucoup plus au rapport de force. Je m'intéresse beaucoup plus aux syndicats, en fait. Mais quand vous allez aux États-Unis, les gens, vous ne dites pas, mais on ne va pas attendre l'État-providence pour redéfinir ce pacte social. On va nous-mêmes être acteurs d'un nouveau pacte social. Oui, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça ne marche pas, c'est même considéré comme insultant. C'est-à-dire, les gens sont là à revendiquer parce qu'ils souffrent et on leur dit bah, pas de problème, on va donner un peu d'argent à cette fondation qui va venir repeindre vos façades. Et les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent se sentir puissants, ils veulent s'armer, s'organiser pour conquérir eux-mêmes des meilleures conditions. Et c'est ça la magie d'un système, d'un contrat social, c'est que tout le monde devient acteur. C'est pas les riches donnent et les pauvres reçoivent et doivent être reconnaissants. Mais du coup, les entreprises devraient se déresponsabiliser pour que l'État prenne sa responsabilité. Ah ben, moi, je crois en effet que chacun a ses responsabilités. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux entreprises à la fois de créer de la valeur et de régler tous les problèmes. Je pense que l'État a une grande responsabilité. D'ailleurs, c'est l'une des façons dont je présente ce livre. Je dis, voilà, quand nous, les défenseurs des startups, on est reçus par les politiques disent c'est un scandale, toutes ces startups, elles disruptent des secteurs entiers, elles détruisent des emplois, elles ne payent pas leurs impôts, elles envahissent notre vie privée. Il faut les interdire. Et nous, on leur dit bah non, ces startups, regardez, elles créent beaucoup de valeur, elles résolvent des problèmes qu'on n'est jamais arrivé à résoudre jusqu'ici. Le problème, c'est que vous, pendant que les startups travaillent, vous restez là, les bras ballants, et vous ne vous occupez pas de mettre en place toutes les institutions qui permettraient de canaliser cette valeur, de la redistribuer au plus grand nombre, de s'en servir pour résoudre les problèmes que les startups n'arrivent pas à résoudre. Donc c'est vous le problème, les pouvoirs publics, pas les startups. Et donc je pense que plus longtemps on entretient l'idée que les entreprises numériques peuvent résoudre elles-mêmes les problèmes qu'elles créent, plus longtemps on entretient nos gouvernants dans leur passivité et leur inaction totale. Et donc je pense qu'il faut couper net cette relation entre les problèmes et la capacité des entreprises numériques à les régler. Il y a plein de problèmes créés par les entreprises numériques que d'autres entreprises numériques vont régler dans une logique entrepreneuriale, mais il y a aussi plein d'autres problèmes qui demandent une action de la société dans son ensemble. Juste un petit exemple pour rebondir, un exemple américain, Deliveroo. L'année dernière, ou même en début de cette année, ils ont distribué à hauteur de 18 millions de dollars d'actions à leurs 2000 salariés, mais uniquement aux salariés. C'est-à-dire que tous les gars qui sont auto-entrepreneurs à vélo à distribuer non. Et pourtant, ce sont eux qui créent la valeur de l'entreprise. Donc, du coup, ça pose une vraie question. Et là, ça rejoint un peu la question de la social impact, comme disent les Américains, responsabilité sociale et environnementale, comme disent les Français, sur
qui crée la valeur et comment elle se redistribue ensuite dans le circuit. Si elle se redistribue naturellement vers ceux qui la créent, tout va bien. Si elle ne se redistribue pas, alors il faut de la RSE, mais du coup, dans quelle mesure la RSE n'est pas juste du vernis pour masquer un peu cette distribution de valeur qui ne se crée pas comme il faut. Et je pense que c'est l'une des principales questions pour nous tous, pour l'avenir, quoi. La RSE, ce qui est intéressant, c'est que les 2 dernières révolutions technologiques ont donné naissance à 2 périodes de notre économie où on a eu 2 approches très différentes par rapport à la résolution de ces problèmes. À l'époque des maîtres de forge, c'est-à-dire dans l'économie de la sidérurgie, il n'y a pas eu une grande crise qui a obligé les gouvernants à créer des nouvelles institutions et à revoir radicalement le pacte social. Et du coup, ce qui s'est passé dans la plupart des pays du monde, c'est que les inégalités ont continué à augmenter, que les syndicats ont été de plus en plus réprimés, que des fortunes immenses ont été constituées dans une impunité totale, et que ces gens, au bout d'un moment, savaient tellement plus quoi faire de leur argent qu'ils ont créé des grandes fondations qui existent toujours aujourd'hui, un Carnegie, etc., Wendel en France. Et voilà, mais on ne se souvient pas du tout de cet âge-là comme un âge d'or où les gens avaient des bons emplois et étaient bien traités au travail et s'épanouissaient. Non, c'était un âge assez horrible, mais une sorte de supplice chinois aussi. C'est-à-dire les choses s'aggravaient, mais de façon très graduelle, en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, on est rentré dans le Fordisme et ce qui s'est passé là, c'est que c'est quelque chose enfin, on peut être très ambivalent par rapport à ça. C'est qu'il y a eu des crises terribles et que ces crises terribles, elles ont obligé tous ces gens-là à se remettre autour de la table et à dire faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne peut pas durer comme ça. Ces crises terribles, c'était la Grande Dépression aux États-Unis et c'était la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc vous avez un peu les 2 versions de l'histoire. Est-ce qu'on veut que l'économie numérique soit comme celle de la sidérurgie, c'est-à-dire les choses vont continuer de s'aggraver, mais tout doucement, les gens vont souffrir toujours un peu plus jusqu'à la prochaine révolution? Ou bien est-ce qu'on veut que ce soit comme l'économie fordiste et passer par une bonne guerre et ensuite pouvoir tout reconstruire sur les décombres? Je ne sais même pas s'il y a une option qui est préférable. En fait, c'est pour ça que j'essaie dans le livre d'ébaucher un peu une troisième voie qui est de dire l'avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est 2 choses. C'est d'abord, les idées circulent plus vite. Et donc, on va beaucoup plus vite dans la compréhension des problèmes et de comment les résoudre. Alors, mon livre, c'est qu'une micro-contribution à ça, mais il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, et ces gens se lisent les uns les autres, discutent les uns avec les autres. Tout ça est étalé dans les journaux, parvient aux oreilles des gouvernants. Bref, on n'est pas comme au début de l'économie des maîtres de forge où personne n'y comprenait rien et l'information circule. Avec des populations plus éduquées aussi. En plus, oui. La deuxième chose qu'on a, c'est que les technologies numériques permettent aux gens de s'organiser. Les technologies numériques, il n'y a pas de monopole des entrepreneurs du numérique, enfin des grandes entreprises numériques sur les technologies numériques. N'importe qui peut s'en emparer pour créer une start-up, créer un syndicat, créer une coopérative, créer une communauté de gens qui s'entraident ou qui vont se mobiliser pour faire avancer une cause. Et ça, c'est une rupture fondamentale. C'est-à-dire les actifs essentiels dans l'économie fordiste, c'était les chaînes d'assemblage. Les chaînes d'assemblage, ça coûtait très cher. Il n'y avait que Ford et GM qui pouvaient se les offrir. Et quand bien même un collectif de travailleurs se serait offert une chaîne d'assemblage, ce n'est pas ça qui les aurait aidés à se mobiliser pour faire pression sur les gouvernants. Le numérique permet de faire ça. Donc aujourd'hui, on voit qu'il est utilisé pour élire Trump, pour faire gagner le Brexit, etc. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour défendre l'idée d'un nouveau contrat social et tout ce qu'on attend, c'est le mouvement ouvrier des temps modernes, c'est-à-dire les gens qui vont s'emparer de ça. Et c'est pour ça que les gilets jaunes sont intéressants d'ailleurs. C'est parce que tout le monde dit essayer de les mettre dans des cases, vous êtes mélenchonistes, vous êtes le Front National, etc. Mais la réalité, c'est qu'on voit l'émergence de ça. Des gens qui comprennent la réalité du nouveau monde du travail, beaucoup mieux que nos gouvernants qui n'en ont pas vraiment conscience, et qui se mobilisent en utilisant les outils nouveaux mis à leur disposition par ce nouvel âge. Je ne sais pas si on a encore le temps d'une autre Si, question, allez-y. parce que ça pourrait durer 2 heures, c'est passionnant là. Moi, je voulais juste revenir sur la réponse que vous avez faite à la première question et le fait qu'effectivement, ce qui aujourd'hui est à la charge de l'État, du public, pourrait demain peut-être, vous avez évoqué la santé et l'éducation, mais est-ce qu'il n'y a pas un domaine qui est en train de basculer encore beaucoup plus rapidement? Et je pense à la directive au débat qu'il y a eu au Parlement européen cette semaine sur les questions de sécurité.
terrorisme, etc. Et la espèce de régulation qui est en train de se mettre en place, si j'ai bien interprété, entre les politiques, les États et les grandes entreprises du numérique. Et du coup, on se pose quand même plein de questions à travers ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'en sais rien. C'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce que d'abord, ça révèle l'hypocrisie de nos gouvernants qui sont prompts à dénoncer les atteintes à la vie privée de la part d'entreprises qui collectent des données après avoir demandé l'autorisation à leurs utilisateurs. Et pendant ce temps-là, ils mettent en place tous les circuits détournés pour eux-mêmes collecter plein de données. En fait, la raison pour laquelle c'est une question difficile, c'est que si on prend ce recul historique et qu'on réalise que tout est éphémère parce que la plupart de ce qu'on tient pour acquis a été inventé au XXe siècle, et parce que en fait c'est tout récent, c'est tout jeune, donc c'est fragile en fait, et rien ne dit que c'est là pour toujours. Quelque chose qui a été inventé enfin j'en sais rien, quelque chose comme la sécurité sociale qui a été inventée il y a 70 ans, si ça n'a que 70 ans, rien ne dit que c'est là pour l'éternité. Donc tout indique qu'il faut probablement la réinventer, la mettre à niveau, l'adapter au monde d'aujourd'hui si on veut que ça survive. Parce qu'elle pourrait tout aussi bien disparaître et on serait tous ramenés à la situation antérieure. Ça vaut pour plein de choses. Et ça vaut notamment pour la démocratie, c'est-à-dire la démocratie telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde vote, se rend aux urnes une fois tous les 5 ans, 4 ans, 6 ans. On tient ça pour acquis. Mais d'abord, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que ça existe dans très peu de pays au monde. Et ensuite, si on regarde à nouveau l'histoire, on s'aperçoit que ça n'existe que depuis une date assez récente. En l'occurrence, en France, ça existe que depuis 1944, qui est la date à laquelle on a donné le droit de vote aux femmes. Avant ça, il n'y avait pas ce suffrage universel. Donc, ensuite, on regarde la Chine, qui est en train de prendre de l'avance dans l'économie numérique, de se développer plus vite que les États-Unis, d'imposer... Et parce qu'elle se développe plus vite, elle arrive plus vite au-devant de tous ces problèmes que résout la mise en place d'un Great Safety Net. Et les Chinois, enfin ça c'est l'une des choses que je discute dans le livre, mais les Chinois, c'est très important pour eux de mettre en place un nouveau contrat social parce qu'ils ne peuvent pas se payer le luxe d'un mécontentement généralisé de la population. Dans les démocraties, ça va parce qu'on a les élections comme exutoire. Donc on est mécontent, on souffre, on perd son emploi, on n'a pas assez d'argent, on n'est pas couvert quand on a un pépin, ben on va voter pour l'opposition. Et puis si l'opposition, c'est pas assez, on va voter pour les partis extrêmes. Et au moins, on a l'élection pour exprimer sa colère. En Chine, il n'y a pas d'élection. Donc les gens, quand ils sont en colère, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manifester, puis ensuite ils cassent tout. Et ils essaient de renverser le gouvernement, comme ça s'est passé en 89 sur la place Tiananmen. Et comme le Parti communiste a été traumatisé par cet épisode terrible, et ben, ils ont dit plus jamais ça. Et donc on va durcir la répression, mais on sait très bien qu'on ne peut pas asseoir la stabilité d'un régime que sur de la répression. Il faut aussi que les gens se sentent bien. Il faut qu'ils aient une bonne vie. Il faut qu'ils aient des opportunités, que leur pouvoir d'achat augmente, qu'ils puissent acheter un appartement, etc. Donc le Parti communiste chinois, il pilote l'économie comme ça, en fait. Il faut que les gens se sentent bien et se sentent mieux, si possible, chaque année. Et le jour où ils vont rencontrer des limites, parce que les inégalités sont trop fortes, l'insécurité économique sera trop massive, bah, ils seront obligés de mettre en place des éléments d'un nouveau contrat social pour couvrir les gens et les sécuriser, et qu'ils continuent d'avoir une bonne vie. Parce que sinon, les gens vont tout casser et ce sera la fin du régime communiste. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont inventer ? Ils vont faire un New Deal à la chinoise. Sauf que le New Deal à la chinoise, ce ne sera pas un New Deal à l'occidental, ce sera un New Deal non démocratique, qui, en l'occurrence, on le devine déjà, reposera sur leur système de crédit social, enfin de contrôle, de notation, voilà, qui fait qu'en gros, vous êtes couvert par une protection sociale généreuse à condition d'être un bon citoyen et le nombre de points que vous gagnez en étant un bon citoyen. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le jour où ils mettent ça en place et que ça marche ? Comme Roosevelt a mis en place le New Deal et ça a marché. Si nous, on n'a rien fait à ce moment-là, ben, on n'aura qu'un seul exemple de contrat social qui marche dans le monde. Et nécessairement, il y aura des dirigeants ici en Occident qui diront bah, après tout, ça marche en Chine, mais on n'a qu'à faire la même chose ici. Et donc, on va emprunter des éléments d'un système non démocratique pour le transposer chez nous. Et on va s'aligner sur la Chine, comme à une époque, on s'est aligné sur les États-Unis d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est urgent d'inventer notre propre version de ça et de le faire en cohérence avec nos valeurs libérales et démocratiques.
parce que sinon, on n'aura qu'une seule option disponible sur le marché, ce sera l'option chinoise. Et tout ce que vous avez mentionné, malheureusement, on ne va pas dans ce sens-là, en fait. Voilà, sur cette note très guillerette. Merci beaucoup. Merci à Nicolas Colin pour... Merci à lui pour ces échanges. Vous allez trouver auprès d'Hélène, alors il n'y a pas son Lizzy Edge qu'il faut commander sur le web, hein, on peut sur Amazon. Il y a par contre L'âge de la multitude et puis un autre essai que vous aviez fait chez Armand Collin qui s'appelle Faut-il avoir peur du numérique ? Faut-il avoir peur du numérique, c'est plus court et peut-être plus didactique. C'est 25 questions, 25 raisons d'avoir peur du numérique et 25 explications de pourquoi c'est pas vrai, en fait. Vous avez aussi le dernier numéro de Place Publique, le 68, qui est encore en vente jusqu'au début de l'année. Le prochain numéro, notre numéro 69, sort le 7 janvier et sera consacré avec une belle enquête sur les travailleurs détachés et le quotidien des travailleurs détachés à Saint-Nazaire. Et vous trouvez aussi, alors le numéro date un peu, mais le numéro 45 de Place Publique avec le numérique à Nantes, espoir et illusion. Ne voyez pas de rapport avec le titre qui est en dessous, qui est Que faire des églises qui se vident. Il n'y a pas... Oui, il y a une champignonnière, effectivement, au Martret. Voilà. Et prochain rendez-vous de questions publiques, ce sera le 28 janvier. Je me tourne vers Gabriel, c'est le 28 janvier, Gabriel, hein, avec Martial Foucault du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po, qui viendra nous parler de l'étude, enfin de la note qu'il a récemment publiée sur ces maires là qui désertent un peu, et puis on parlera également élections municipales. Il y en a plusieurs dans la salle que ça va intéresser, j'imagine. Voilà, merci, de bonnes fêtes à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci.